Parti. Bonsoir à tous, bienvenue au conseil municipal de Saint-Romain-de-Jalonnas du mardi 22 février 2022. Un conseil municipal retransmis en direct sur notre page Facebook, un conseil municipal en présence du public et en présence d'un certain nombre d'élus. Aujourd'hui, nous avons M. Thierry Béquit qui a le pouvoir de M. Descamps, Monsieur Diccioccio qui a le pouvoir de Madame Abizig, Madame Develay qui a le pouvoir de Monsieur Mollard, Monsieur Duhamel qui a le pouvoir de Monsieur Desmoses et Monsieur Martelin qui a le pouvoir de Madame Saetero. Normalement, tout le monde devrait être là, mais je vois qu'il y a encore deux personnes, ou non, peut-être qu'Aurélie va arriver avec Sophie, mais on va commencer comme ça. Alors, on va commencer par... Comme chaque conseil. Alors déjà, on va commencer par vous présenter quand même. Alors on a une période, je vous en avais informé lors du dernier conseil, où nous allons avoir deux responsables de mairie, de secrétaire, directeur général des services de mairie. Donc nous avons Pascal qui nous suit via la page Facebook de la commune. Et donc nous avons, je veux bien Pétro aussi, tu filmes Monsieur Dufeu. Qui est arrivé le 1er février aussi, voilà, qui va faire donc le lien entre, sur cette période, puisque Pascal part en retraite le 1er septembre, mais ne sera plus dans nos locaux à partir du 1er avril. Un certain nombre de congés, de choses à prendre, voilà. Donc Monsieur Dufeu, qui va travailler donc, en binôme pendant encore 1 mois et demi avec Pascal, et ensuite, prendra le relais progressivement. Donc bienvenue à vous, Monsieur Dufeu, Guérin de son prénom. On va donc commencer par l'approbation du compte-rendu de la séance du 25 janvier 2022. Donc avant d'approuver ce compte-rendu, juste signaler qu'il y avait eu des remarques qui avaient été faites, notamment par Monsieur Rex, et donc les remarques ont été intégrées dans le compte-rendu qui vous a... Est-ce que quelqu'un peut aller ouvrir, s'il vous plaît? Donc, il vous a été envoyé avec la convocation, donc c'était jeudi, je crois, de mémoire. Est-ce que par rapport aux remarques, ou est-ce que par rapport à ce compte rendu, il y a des choses, avant de passer à l'approbation, à rajouter? Non, c'est tout bon? Parfait. Bonsoir. Bonsoir, désolé. Maintenant, qui vient d'arriver. Ok, donc du coup, qui s'oppose à ce compte rendu? Qui s'abstient? M'abstient, j'ai absente. Parfait. Parfait. Donc Madame Aguiar s'abstient. Et donc le compte rendu est approuvé à l'unanimité, moins l'abstention de Madame Aguiar. On a encore quelqu'un qui va arriver. Ah. Ensuite, messieurs, mesdames les élus, il faudrait essayer d'être à l'heure, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des questions. Merci. Donc, arrivée de Madame Franco et de Madame Le. Donc, au niveau des décisions, pas de décision prise. Et donc, nous allons commencer par l'intervention de M. Royer. Sylvain s'était lancé dans une explication, mais lors du dernier conseil, honnêtement, on préfère faire appel au professionnel concernant les fouilles qui ont eu lieu au niveau de l'ENS, donc l'espace sensible, l'espace naturel sensible de la Bessaye. Et donc, sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, M. Royer. Merci d'être là. En tout cas, c'est toujours avec plaisir qu'on vous reçoit, et puis voilà, on va vous écouter grandement. Merci de votre accueil. Tout d'abord, en effet, j'avais eu l'occasion de présenter un premier bilan de notre intervention en cours, lancée depuis l'année dernière donc, sur le marais de la Bessaye, sur une petite partie du marais de la Bessaye. Visiblement, j'ai été peut-être un petit peu abscon et un petit peu trop technique.
Et donc voilà, je suis en séance de rattrapage. J'espère que ça se passera mieux là aussi et que tout le monde verra où on veut en venir. Bien évidemment, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Donc on intervient donc dans le cadre du plan de gestion du marais de la Bessaye. Là, vous avez une photo radar de l'ensemble. Vous voyez au nord le marais du Grand Plan, donc qui, je crois on voit le marais du Grand Plan, donc qui est coincé par l'espèce de virgule qui est la butte morainique des vignes, et au sud-ouest, donc le marais de la Bessaye, qui prolonge le marais du Grand Plan, qui est à cheval sur la commune de Vimoirieux et de Saint-Romain. Alors il peut paraître curieux pour nous d'intervenir dans le cadre d'un espace naturel sensible, parce que qui dit nature dit non-intervention de l'homme. En fait, je pense, mon objectif va être de vous montrer que la situation n'est pas aussi simple que ça, et que les espaces naturels sensibles en fait n'existent pas, et qui sont le résultat, même lorsqu'il y a des arbres, même lorsqu'il y a des pelouses et de l'eau, ils sont le résultat en fait d'une intervention humaine et d'une transformation humaine. Donc c'est tout notre travail d'archéologue, travaillant sur les sociétés, sur les évolutions de l'environnement, d'essayer de voir un peu comment ça va se transformer au cours des temps. Alors je ne vous présenterai pas un exposé archéologique. Donc le marais du Grand Plan qui est ici, le marais de la Bessaye qui est ici, le site archéologique du Vernet. Donc je ne vous présenterai pas un exposé archéologique, mais simplement je me limiterai à une présentation de nos objectifs de méthodologie, en fait, pourquoi est-ce qu'on est là et comment on va procéder, globalement. Avec quel phasage aussi, puisque c'est quelque chose qui va s'étendre sur plusieurs années. Photo suivante, s'il vous plaît. Oui, donc voilà l'ensemble en fait, du marais du Grand Plan et marais de la Bessaye, donc le site du Vernet qui est ici. On a eu l'occasion de travailler dans la fin des années 90 sur le marais du Grand Plan avec des méthodes qui sont aujourd'hui complétées par d'autres approches. Donc quelque chose qui était très traditionnel. Globalement, ça a consisté à ouvrir 1,5 km de tranchée, soigneusement avec une petite truelle à tout nettoyer et à faire des dessins pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et comment, à partir de là, on arrivait à comprendre l'évolution des réseaux de drainage qui aménageaient le marais. Vous allez voir qu'on continue à faire ça, mais avec une méthodologie plus développée, plus complexe. Voilà, donc, photo suivante. Voilà. Alors notre attention a été attirée bien évidemment par les travaux que nous réalisions sur le marais du Grand Plan, mais aussi par un certain nombre de documentations traditionnelles. Ici, vous voyez des photographies aériennes. Nous sommes là dans la partie nord du marais de la Bessaye, et on distingue très très nettement en arrière-plan des traces noires qui sont en fait les restes de fossés, qu'il s'agissait bien évidemment de dater, de comprendre. Donc il fallait voir l'amplitude, l'ampleur, le développement dans l'espace, les successions, les transformations, etc. etc. Donc ce livre-là est un véritable travail d'archéologue sur des traits du paysage. C'est ça en fait notre approche. Aujourd'hui, le patrimoine archéologique, c'est plus simplement des murs, c'est plus simplement des objets, c'est tout ce qui est humain, et donc y compris le paysage, y compris les étangs, les rivières, etc. etc. C'est une vision très très large. Donc là, on a été confronté à cette documentation sur laquelle il s'agissait de travailler. Vous voyez ces espèces de réseaux de quadrillages relativement complexes, pas très droits, qui partent dans différents sens, et sur lesquels, donc, bien évidemment, on n'avait aucune information écrite. Bien évidemment, on ne savait pas, on n'avait pas plus de données que ça. Donc pour nous, il s'agissait de faire parler cette documentation. Photo suivante. Voilà, alors lorsqu'on faisait la cartographie de toutes les anomalies qu'on repérait sur le secteur, vous voyez en bleu, ce sont toutes les traces de fossés qui apparaissent comme ça dans différentes photographies aériennes que nous avons épluchées donc depuis les photographies de 1945. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Bien évidemment, tout n'est pas forcément romain, il peut y avoir différentes périodes. Voilà, donc pour nous, il y a un moment où, une fois qu'on a cartographié tout ça, il faut qu'on arrive à faire parler de tous ces vestiges et à trier bon grain de livret là-dedans. Donc pour cela, nous avons commencé une intervention qui va se développer en plusieurs temps. Dès le printemps 2021, nous avons travaillé en fait sur l'extrémité nord, là où il y avait les fossés que vous avez vu sur l'image précédente, donc qui correspond à cette extrémité nord-là,
vers la ligne haute tension. Et donc, dans cette grande parcelle, nous allons réaliser un certain nombre de petites tranchées, 8 pour être tout à fait précis, et je serai amené à revenir sur le fossé qui se situe ici, en fait, donc tout à fait au nord. Voilà. Photographie suivante. Alors notre intervention archéologique, en fait, elle se passe en plusieurs temps. Sur le terrain, on va avoir deux méthodes. La première, ça va consister à ouvrir à la pelle mécanique des tranchées de quelques mètres de long. Aujourd'hui, on fait des repérages au GPS qui nous permettent d'être très précis, à l'emplacement supposé donc des fossés qu'on a repérés sur les photographies aériennes. Et donc, on va nettoyer donc, ces parois et voir apparaître en fait ces fossés, les nettoyer et analyser l'encomblement. Et il y a une deuxième méthode qui va être là dans les espaces qui sont beaucoup plus lâches, sur lesquels on n'a pas forcément trop d'informations, c'est du carottage. Donc vous voyez, on a un carottier qui est planté et on tire. Donc cette carotte, c'est un tube qui fait une quinzaine de centimètres de diamètre, qui est ouvert à l'intérieur et qui nous permet donc de récupérer une colonne de sédiments qu'on va analyser. Vous voyez donc la différence qui peut se produire, qui est visible à l'œil, entre des couches crayeuses et puis des couches beaucoup plus turbeuses, qui sont indicateurs de différences, notamment dans l'hydrologie de ce secteur. Alors notre première approche donc, va être sur le terrain consister à analyser les différentes catégories de terre qu'il va y avoir à l'intérieur du fossé. Chaque catégorie de terre va nous renseigner sur un événement, sur une dynamique, sur une façon en fait dont la nature va avoir répondu au creusement. Un creusement, c'est fait dans la nature pour être bouché. Et ça, on va avoir différents phénomènes, différents facteurs qui vont expliquer la façon dont ça va se reboucher. Et pour nous, ça va être des indicateurs sur les évolutions de la campagne, sur les évolutions de la société qui a utilisé ces fossés. On voit par exemple, à la base, on a donc ce creusement qui n'a rien de particulier. Et vous avez donc différents colmatages que nous allons donc analyser. Nous allons regarder leur texture, leur couleur, nous allons regarder comment ils sont déposés, quelles sont les relations des différents sédiments entre eux. Et donc vous avez par exemple ici, au fond, une couche très tourbeuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez de l'eau qui a barboté en permanence pendant plusieurs années. Donc une accumulation de végétaux pourris qui se sont déposés, qui ont créé donc une fine couche de tourbe. Ensuite, vous allez avoir une deuxième couche qui là va être une couche beaucoup plus limoneuse qui est ici. Ça va vouloir dire en fait qu'il va y avoir des apports de terre liés au vent, liés à des ruissellements légers. Vous allez avoir ensuite un creusement, un curage. C'est-à-dire que cette couche de limon initialement devait faire tout ça. Et pour réentretenir le fossé, les Romains l'ont recuré, l'ont réouvert partiellement. Mais en fait, là, vous allez avoir deux événements différents, avec au sommet une couche avec des galets et des graviers qui va montrer qu'on va avoir affaire à des phénomènes de torrentialité. On va avoir des gros afflux d'eau très rapides, très violents. Vous voyez, sur un même endroit, à quelques dizaines d'années près, on va avoir des phénomènes très très différents. Et ça va être ces phénomènes très très différents que nous allons étudier, nous allons essayer de voir quelles sont les conséquences et les causes. C'est ce que nous avons fait donc, sur le marais du Grand Plan. Voilà. Au-dessus, vous allez avoir une couche sableuse qui va être là liée à un entretien épisodique du fossé qui se remplit progressivement, etc., etc. Alors, ces couches donc, vont nous renseigner sur un certain nombre d'événements, sur une évolution du fossé et donc de la campagne. Et par contre, le problème, c'est que bien évidemment, on a du mal pour dater tout ça. Donc pour obtenir des datations, on va recourir à des analyses de ce qu'on appelle le carbone 14, c'est-à-dire en fait l'analyse d'un taux de radioactivité d'un certain nombre d'éléments en fait radioactifs dans le carbone, et qui va se transformer, qui va disparaître progressivement. Le carbone 14, c'est quelque chose qui disparaît pour moitié tous les 5700 ans, très précisément. Donc en calculant la proportion de carbone 14 qu'il y a, on arrive à avoir une échelle chronologique. C'est un peu plus compliqué que ça, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Voilà. Donc on va avoir un certain nombre de prélèvements qui vont nous permettre d'obtenir des datations. Et donc on va avoir une sorte de scénario évolutif. Donc ça va nous renseigner, c'est la première approche qui va nous renseigner sur globalement comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est colmaté, en combien de temps, etc., etc., quelles sont les transformations. Photo suivante, s'il vous plaît. Il va y avoir une deuxième approche qui là va recourir de façon beaucoup plus systématique
à des méthodologies, à des approches scientifiques, botaniques et physico-chimiques. Là, on va travailler sur les sédiments proprement dit. Donc là, c'est une approche là, qui ne va plus du tout se faire sur le terrain, bien évidemment. Là, on va recourir à une véritable équipe de spécialistes qui vont, par des disciplines différentes, caractériser en fait un certain nombre d'éléments qui sont contenus, soit des micro-restes qui vont être contenus qui vont être insérés dans les sédiments, soit même des éléments de composition des sédiments. On va revenir là-dessus tout de suite. Donc là, vous avez deux catégories d'éléments végétaux ou animaux qui sont intégrés dans les sédiments, qui vont nous renseigner sur l'écologie, sur les évolutions environnementales que connaît en fait le fossé et donc qui est marqué par les sédiments. Donc là, vous avez en bas des pollens. Alors les pollens, je pense que vous savez ce que c'est, hein, c'est des particules mâles en fait qui vont féconder les plantes, donc qui sont portées par le vent. Donc vous avez des pollens de plantes cultivées, vous avez des pollens qui vont nous renseigner sur des espaces de pré ou des espaces qui sont des espaces de voie, etc., comme le plantain par exemple, etc., etc. Vous avez une deuxième catégorie d'éléments là qui sont beaucoup plus mal connus, qu'on appelle les microfossiles non polliniques, qui vont nous renseigner. Alors c'est des spores, c'est des champignons, c'est des algues, c'est un certain nombre de choses comme ça, des petits coquillages, et qui vont nous renseigner sur des conditions écologiques. Ça ne va pas être des plantations strictement dit, mais ça va, par exemple, celui qui est au centre, là, le Coniocaete lignanera, ça va nous renseigner sur les amendements, les fumiers en fait, hein, la présence de fumier. On va avoir des champignons qui vont nous renseigner sur les phases de brûlis, etc., etc., etc. Vous voyez, ce sont ces éléments qui vont nous renseigner sur la façon dont le milieu a évolué. Photo suivante. Alors, tiens, les couleurs ont disparu. Donc je vous ferai l'économie de tout ça, parce que c'est complètement illisible. L'intérêt pour nous, pour ces pollens, en fait, de ces pollens, c'est que ça nous a renseigné sur, ça nous a renseigné sur des choses, ça nous a donné des renseignements qu'on n'attendait pas du tout. Là, par exemple, vous avez donc des espèces d'arbres, avec notamment donc des essences montagnardes. Alors attendez, c'est l'épicéa, c'est le sapin, c'est le hêtre, qui sont potentiellement des espèces qui n'ont rien à faire ici. Or, visiblement, on a des traces de pollen de ces plantes, de ces arbres ici. Ça veut dire qu'on avait, à l'époque romaine, des bosquets en fait constitués avec ces arbres. Donc, qui pour nous est complètement inattendu, quoi. Vous allez avoir bien évidemment des plantations comme le noyer, choses comme ça, et puis des restes des arbres en fait qui proviennent des rives humides, des rivières, donc l'Aulne, le Boulot ou le Sault. En appuyant encore, je pense que voilà, il y aura une troisième diapo. Donc avec les espèces de prairies, et donc là vous allez avoir la présence non seulement de forêts ou de plantations, mais aussi donc d'espaces ouverts, laissés en herbe, à différentes finalités, soit pour brouter, soit pour éventuellement faire des espaces, des coupes de la fauche d'herbe, soit éventuellement des espaces qui sont laissés en jachère. Et donc on a un véritable mosaïque, hein, en un même endroit, c'est une seule colonne qui a été prélevée, on voit se dessiner une véritable mosaïque de paysage sur ce marais d'Avessey. Donc on n'a pas du tout quelque chose qui est uniforme, on n'est pas sur une étendue complètement largement ouverte et laissée en pré ou laissée en marais, on est sur quelque chose qui est très complexe. Photo suivante s'il vous plaît. Voilà. Donc je ne vais pas continuer, là vous avez donc des restes de graines qui vont nous renseigner, là encore, sur les plantations. Donc là vous avez de la verveine, là vous avez le carex, donc des algues, etc. etc. Ça va être un élément complémentaire qui vont nous renseigner sur le couvert végétal. Photo suivante. Voilà, donc vous allez vous retrouver avec un certain nombre de ces plantes qu'on arrive à identifier et qui vont nous renseigner sur l'utilisation de l'espace. Photo suivante. Avec donc se dessine un certain nombre de paysages dans le marais d'Avessey, où on a bien évidemment des espaces marécageux, mais grâce à la présence justement de ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple le plantain, des choses comme ça, on va avoir des prairies, on a des restes de sapins et de hêtres, bien évidemment du chêne, ça s'appelle les ripiscibles, c'est-à-dire que c'est les berges des rivières, les berges humides, et puis des champs cultivés, marqués donc par les graines de blé, et puis par les bleuets et les coquelicots. Photo suivante.
Alors ça, c'est la reconnaissance végétale. Et puis, on s'est amusé, enfin, on a lancé un nouveau type d'approche qui est l'analyse physico-chimique d'un certain nombre d'éléments rares à l'intérieur même des sédiments. Alors ça peut paraître complètement anecdotique, sauf que ça va nous fournir des informations sur l'évolution justement du milieu de façon très très importante. Alors par exemple là, on va avoir l'évolution du phosphore. Je crois qu'il doit y avoir voilà. Avec, vous voyez, donc une courbe qui se dessine. Donc on est là sur des échantillons romains, hein, avec une courbe qui se dessine. Et vous voyez, vous avez un pic qui se situe ici, avec donc un pic de taux maximum de phosphore, qui semble bien indiquer qu'on a affaire à un amendement, donc avec des éjections et des fumiers animaux qui sont déposés sur les sols. Avec un pic donc de phosphore qui semble montrer vraisemblablement donc une pollution au nitrate de cet environnement. Photo suivante, voilà. Vous avez donc là une courbe qui va nous renseigner par l'évolution du soufre sur la qualité de l'eau, avec donc une eau très oxygénée lorsque vous avez la flèche jaune, et puis une eau donc eutrophisée, c'est-à-dire en fait bourrée d'algues et de matériaux organiques, qui avec donc très peu apte à la vie des poissons et des animaux là-dedans. Donc vous voyez là encore une courbe avec là encore des pics et des creux. Ici vous allez avoir un peu la même chose, c'est-à-dire une courbe à peu près similaire à celle-là, qui marque en fait le niveau de la nappe phréatique, avec des remontées, des descentes. Vous voyez que ce niveau de la nappe phréatique, ça va avec, donc vous avez là une nappe qui est relativement asséchée et qui va fonctionner avec un pic de mauvaise qualité d'eau. On a là visiblement un phénomène où le marais est mal entretenu. Et puis là, vous avez le quatrième tableau avec le taux de plomb par rapport à l'aluminium. Et vous voyez qu'ici, on a un pic au début de l'époque romaine de pollution au plomb. Vous voyez, on a ici, sur ce fossé, l'indication d'un certain nombre d'événements qui nous montrent l'évolution considérable qu'a connue le marais en tant que milieu au cours de la seule période romaine. On a donc des transformations sur la quantité d'eau, l'humidité à l'intérieur du marais, des informations sur l'utilisation avec notamment donc le phénomène de la surculture avec le dépôt de trop ou beaucoup de fumier en fait au début notamment de l'époque romaine, et puis quelque chose qui est beaucoup plus étonnant, qui est un pic de pollution au plomb au début de l'époque romaine aussi, et on n'explique pas du tout ce qui se passe ici. Donc vous voyez qu'on est initialement, on était sur un schéma où on avait la nature, c'est ça qui est beau, et pendant l'Antiquité, on n'y a pas touché. Toutes les communautés agricoles anciennes respectaient le paysage, et on voit que pour l'époque romaine, c'est pas du tout ça. On a des transformations très très lourdes, avec des phénomènes de pollution majeurs très très tôt, et surtout donc des évolutions au cours du temps très rapides, c'est-à-dire qu'on ne cultivait pas, on n'avait pas du tout la même approche de la campagne au 1er siècle, on pouvait l'avoir au 3e siècle, au 4e siècle. Vous voyez, pour nous, c'est une matière complètement vivante. Ce marais, c'est une véritable matière archéologique, c'est un véritable espace archéologique. Et donc, c'est tout à fait complémentaire de ce qu'on peut être amené à fouiller, par exemple, sur le site de la villa. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est complètement fixé, rigide. On n'est pas dans quelque chose qui était la nature, avec un grand N, qui n'aurait pas bougé pendant l'Antiquité. Photo suivante. Voilà, alors j'ai fini avec cette présentation, juste pour vous dire un peu quel va être le calendrier d'intervention. Donc nous avons fait une première tranche très rapide, donc d'une semaine, au mois de mars 2021. On va attaquer la deuxième tranche là, qui va porter beaucoup plus sur la partie la plus humide, le cœur en fait de l'espace naturel sensible. Jusqu'à présent on était sur la zone d'observation. Là on sera sur la partie la plus humide, la plus délicate à traiter. On rendra donc à l'issue de ça, vraisemblablement au mois d'octobre, un rapport. On aura donc ensuite la prolongation de cette activité. Donc là, notre activité de terrain, ça se terminera au printemps, à la fin du printemps 2022. Ensuite, on aura des études d'archives pour finir en 2024 tout ce qu'on aura à faire et rendre un rapport définitif. Et puis à la suite de ça, donc, il y aura tout un volet de communication pédagogique grand public en fonction des attentes des élus et des gestionnaires de l'espace naturel sensible. Et là, il y a la dernière photo, la photo qui fâche, voilà, qui est ce que ça coûte. Voilà.
Donc il y a un budget donc, qui a été acté donc, notamment par le département à hauteur de 17 000 euros sur les 5 ans, répartis sur les 5 ans, qui correspond donc aux différentes étapes d'avancement du travail. Donc cette première tranche va nous permettre d'éponger les dettes qu'on a accumulées dans la première action qu'on a réalisée l'année dernière. Et donc il va y avoir un phasage donc, sur 5 ans. Cette somme paraît importante et je vous ai expliqué pourquoi elle est importante, c'est qu'on recourt à des spécialités qui bien évidemment se font payer. Le carbone 14, là on envoie les échantillons aux États-Unis, etc. etc. Par ailleurs, donc, associé à ce financement de 17 000 euros, on aura d'autres sources de financement, notamment donc, le ministère de l'Agriculture qui va payer une partie des crédits d'analyse à hauteur de 7 500 euros a priori. Et puis des moyens qui sont mis à disposition aussi par le CNRS, qui met à disposition une équipe et puis des moyens techniques. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je me tiens à votre disposition pour toute question que vous voulez me poser. Et puis, juste un point, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de venir sur le site de Saint-Romain. On fait des visites régulièrement, et notamment à l'occasion des Journées du patrimoine et des Journées d'archéologie. Très prochainement, il y aura un week-end qui sera consacré à la présentation du jardin expérimental que nous présenterons dans le cadre des rendez-vous au jardin, donc la première semaine de juin. Et puis, je crois que je n'oublie pas grand-chose. Si, adhérez à notre association, si ça vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai fait le bon commercial. Maintenant, je réponds à vos questions. Merci beaucoup. Vous nous avez scotché, donc je pense que si quelqu'un me posait une question, il peut, hein, effectivement, mais c'était clair, mais c'est vrai que c'est quand même assez technique. Mais bon, ce qu'on a compris, c'est que la pollution ne date pas d'aujourd'hui, et le travail que vous faites actuellement, justement, permet de comprendre un certain nombre de choses, et surtout ce qui va arriver par la suite. Ah, Thierry? Oui, juste une question sur par rapport au financement. Là, vous nous avez présenté le financement du Conseil d'Isère et du CNRS. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu au niveau des deux communes? Je n'ai pas été clair visiblement. Les 17 000 euros qui était la somme principale qui avait été c'est pour en fait, c'est filmé, donc c'est pour ça que... Non, c'est bon, ça marche. Les 17 000 euros qui étaient sur le tableau, qui étaient sur la diapositive, correspondent en fait à la somme qui est versée dans le cadre du plan de gestion. Donc avec un financement qui est un financement, alors je crois que le ratio maintenant c'est 61% mairie de Saint-Romain, voilà, et 39% pour Villemoirieux, sachant que ça s'adosse à une subvention à hauteur de 80% du département. Donc ça c'est l'enveloppe sur laquelle on travaille au départ. Et à côté de ça, il y a des enveloppes complémentaires que nous arrivons à identifier pour l'instant pour un certain nombre d'entre elles. Donc ce que j'ai mis, c'est-à-dire l'enveloppe du ministère de la Culture et puis de ce qui sera proposé par le CNRS. Alors il y a d'autres types d'aides que je ne détaillerai pas, qui sont des aides en nature, en jour-homme, etc., sur lesquelles c'est difficile à chiffrer. Mais voilà. Au niveau de la participation de la municipalité, elle est dans le cadre de cette enveloppe de 17 000 euros. C'est un cofinancement Saint-Romain, Villemoirieux, épaulé par le département. Bien épaulé par le département. Alors je précise que c'est pas forcément, c'est pas simplement un caprice des archéologues, si on peut appeler ça comme ça. Ça relève d'une politique cohérente et globale du département. C'est-à-dire que le département, dans les ENS qu'il possède, mais aussi dans ceux sur lesquels il a une intervention, une aide, privilégie en fait une double approche culturelle et environnementale. Ils ont un dispositif qu'ils appellent nature-culture. Alors, dans cette culture, il y a le volet archéologique, mais il n'y a pas que. Il peut y avoir, dans un certain nombre de cas, des activités sur les arts plastiques, sur la lecture, etc. Mais c'est systématique. On a maintenant, alors c'est tout à fait typique du département d'Isère, hein, c'est un département moteur pour ça et innovateur pour ça. On a cette double approche, culture et culture-nature. Et on s'inscrit donc là-dedans, et globalement, on essaye d'intervenir sur tous les espaces naturels sensibles qui font l'objet d'un nouveau plan de gestion. Donc là, on est intervenu par exemple sur le lac de Sable, on a fait des interventions un peu de ce type. On va intervenir prochainement donc, sur la tourbière de l'Arena avec une autre méthodologie parce que la situation sera différente. Mais voilà.
C'est quelque chose, bien évidemment, l'intérêt pour nous est directement lié à Saint-Romain et à la villa et au travail qu'on fait parce que c'est totalement cohérent, mais c'est pas que ça. Globalement, l'objectif, c'est d'appréhender les évolutions de la nature au niveau du département dans sa globalité. Merci. En complément, M. Royer, par rapport au financement aussi, on a déjà fait l'objet de 2 délibérations en début d'année, dont une au mois de mars, on avait rectifié le budget. Et là, on refera une délibération une fois que le département aura acté la nouvelle répartition entre Villemarieux et Saint-Romain. Mais en tout cas, on reste dans le cadre du budget qui était fixé avec un étalement sur les 2022 et un petit bout de 2023, mais le même montant de financement. Et après, en complément, déjà merci encore une fois, M. Royer, parce que je n'aurais pas su faire le 10e de ce que vous avez présenté. Et je voulais également rappeler pour les personnes qui peuvent être inquiètes aussi, qui ont aujourd'hui des parcelles sur les secteurs qui ont été montrés sur la Bessaye, que le but, ce n'est pas de refaire à l'instant T, même dans les années à venir, un deuxième vernet, si je puis dire, sur la Bessaye. C'est vraiment, comme vous avez vu, l'étude des différentes couches, si je puis dire sur le terme, et qu'aujourd'hui, les tranchées, ça reste vraiment du provisoire qui seront rebouchées, pour pas qu'il y ait de dégradation aussi pour les agriculteurs et les personnes concernées. C'est quelque chose d'important que j'ai oublié de dire, qui était pourtant un point sur votre frappe. On n'arrive pas comme ça sur un territoire conquis. C'est un espace naturel sensible, c'est un espace où les gens travaillent, les gens vivent. Bien évidemment, on peut travailler et on peut intervenir nous qu'en collaboration avec les différents acteurs, que ce soit les propriétaires, là en l'occurrence ce sont souvent les collectivités, mais aussi les propriétés privées, et puis les agriculteurs, bien évidemment. Donc avant toute intervention, on n'arrive pas comme ça, où est-ce qu'on va faire des trous? On va voir les agriculteurs et puis on leur dit, voilà, nous on envisage d'intervenir comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous souhaitez qu'on modifie l'emplacement en fonction? Donc il faut qu'on arrive à trouver un emplacement qui ne soit pas pénalisant, à la fois pour l'agriculteur, parce qu'une fois qu'on fait un trou, si c'est pour que 3 mois après il faut son tracteur dedans, c'est pas un bon plan. Donc à la fois l'agriculteur qui va nous dire quelles sont ses contraintes, et puis nous-mêmes qui allons dire, voilà, là, dans cette partie-là, ce serait intéressant pour nous d'intervenir, etc. C'est une négociation. Et puis, bien évidemment, après, il faut qu'on mette le terrain en état. On ne se contente pas de faire des trous, bien évidemment. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut qu'on arrive à négocier, à discuter, à s'entendre et à communiquer avec les utilisateurs de l'espace, bien évidemment. Sans ça, de toute façon, notre intervention n'a pas de raison d'être. Si c'est pour porter une connaissance aux gens, mais dans le même temps saccager leur environnement, c'est pas la peine. Et écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on peut libérer M. Royer. Je vous remercie une nouvelle fois. Donc, je rappelle quand même votre profession archéologue, si voilà, les personnes se posent encore la question. Donc, on a la chance d'avoir une ressource sur notre territoire et d'en profiter. Donc, merci encore pour les fouilles et puis pour l'aide aussi apportée à l'association d'archéologie de Saint-Romain. Je vous remercie. Ça vous accompagne. En attendant, on va élire aussi le secrétaire de séance. Donc, qui se croit candidat. Ok. Donc, secrétaire de séance, M. Marc Penin. Et nous allons ouvrir l'ordre du jour. Donc, première délibération, ça concerne la CLECT. Alors, qu'est-ce que la CLECT? C'est la Commission locale d'évaluation des charges transférées. Alors, on va procéder à l'élection de représentants. Concrètement, c'est lorsqu'on a une charge communale ou communautaire, la CLECT permet de savoir si, au moment de ce transfert de cette charge, si la commune ou l'intercommunalité est, on va dire, pour simplifier, gagnante ou pas. Donc, la CLECT permet justement de veiller à cet équilibre. Donc, son rôle unique et principal est de procéder à l'évaluation des charges et au transfert de compétences entre les communes membres de l'EPCI, donc les balcons de Dauphiné, et ce pour assurer une équité financière entre les communes de l'EPCI dans le cadre des charges et produits à intégrer dans le cadre des transferts de compétences. Voilà. Ce
qui est important, c'est que la CLEC ne détermine pas le montant des attributions de compensation. Son travail mené autour des transferts de compétences y contribue fortement. Oui, en fait, c'est vraiment une sorte de garde-fou. Alors, par contre, et à la préparation de cette délibération, je me suis demandé pourquoi ça n'est que maintenant. Eh bien, parce qu'au niveau du conseil communautaire, on ne l'avait pas fait redescendre avant. Voilà. Est-ce que déjà il y a des questions par rapport à la CLEC, avant éventuellement de savoir qui se porte candidat pour être le représentant de la commune? Donc il faut noter un titulaire et un suppléant. Pas de questions. Donc, au niveau des représentants de la commune, donc, je me propose d'être titulaire. Est-ce qu'un autre candidat veut être titulaire donc pour représenter la commune au niveau de cette CLEC? Non. Donc, qui est pour mon élection? Ou plutôt, qui est contre, excusez-moi? Qui s'abstient? Merci, donc unanimité. Et au niveau des suppléants, qui se porte candidat ou candidate au niveau des suppléments pour la CLEC? Madame Georges? Un autre candidat? Non? Alors, qui est contre l'élection de Madame Georges en tant que suppléante? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, tout le monde est OK. Parfait. Et bien, écoutez, c'était rapide. On va passer à la deuxième délibération qui concerne les ressources humaines. Donc, en préalable et en préambule de ce conseil donc, que je présentais Guy Alain. Et justement, nous avons passé à la délibération concernant la création d'un emploi fonctionnel. Alors, ceux qui ont de la mémoire, on avait délibéré en fin d'année dernière sur la création d'un poste d'attaché territorial et d'attaché principal. Et là, en fait, c'est donc l'objectif, c'est que lorsqu'on est une commune de plus de 2000 habitants, nous avons, voilà, c'est bien, c'est marqué, la création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services, compte tenu de la population égale à la commissaire en un emploi en un. Voilà, c'est pour créer donc, ce poste parce que nous sommes actuellement, alors, au niveau de l'INSEE, on est en, allez, on va dire 3360 habitants, donc on est au-delà de 2000. Et donc, on peut donc, créer cet emploi fonctionnel de directeur général des services, et pour cela, il faut que le conseil en délibère. Donc, c'est tout simplement pour acter le statut de la personne qui va remplacer Pascal. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette création de poste? Non? Bon, bah, écoutez, de toute façon, on a dû y passer. Donc, qui est contre cette création de poste? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Alors, nous allons passer à la délibération concernant le bail commercial dérogatoire avec la Société des Urgentistes. Alors, je vais vous le faire en deux temps. Là, on va délibérer sur le principe. Après, je commencerai le tour de table par des explications et par des informations, notamment liées à vos retours. Donc, comme vous avez pu le constater, j'en avais vaguement parlé, j'en ai pas parlé, mais à un moment donné, je ne voulais pas trop en dire, mais lors du dernier conseil, parce que rien n'a été acté, nous avons, alors je dis la possibilité, peut-être l'opportunité, après chacun a juste de penser de ce qu'il veut. Personnellement, je pense que c'est plus une opportunité de faire venir des urgentistes. Après, je vous expliquerai un peu comment. Donc, ces urgentistes, ce sont donc des médecins classiques. Hein, ils ont fait leur dizaine d'années après le bac d'études. Ils viennent de. Alors, pour le porteur de projet, ils viennent de Saint-Clair-de-la-Tour. Vous pouvez regarder sur Google. Il y a déjà un système équivalent qui est mis en place. Ils se proposent d'arriver sur Saint-Romain. Pour qu'ils arrivent sur Saint-Romain, il y a eu un certain nombre de négociations. Alors, ça s'est pas fait dans d'autres communes pour certaines raisons. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, on a proposé une arrivée en 2 temps. Et la délibération porte justement uniquement sur le bail commercial, à
je vous expliquerai le reste. Et donc, dans un premier temps, leur proposer le local de la Poste. Et ensuite, ils feront construire, j'insiste, en autofinancement, leur local dans un terrain qui est derrière la mairie. La délibération porte sur la mise en bail du local de la Poste. J'insiste bien, je parle que du local de la Poste. Je ne parle pas du local de Madame Dinu, l'ancien docteur Madame Dinu, qui est actuellement occupé par une psychologue. Donc c'est concrètement 70 mètres carrés. Les urgentistes vont le mettre à leur goût, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer, ils vont tout casser. De toute façon, à terme, vous le savez, ce local, plus le cabinet Madame Dinu, l'ancien cabinet Madame Dinu, serviront pour éventuellement faire une MSP, une maison de santé pluridisciplinaire, une maison médicale. Et donc, ils vont casser leur partie et ils feront à leurs frais des travaux pour commencer dès qu'ils le peuvent, sachant par contre qu'il y a une chose et un délai qu'on ne maîtrise pas, c'est la commission de sécurité. Quand vous ouvrez un bâtiment ouvert, un établissement en public, vous avez toujours une commission de sécurité qui doit venir, qui doit vérifier que tout est OK, notamment avec des évacuations, des choses comme ça. Donc c'est la seule chose qu'on ne maîtrise pas. Et ce sera pareil pour le deuxième local. On s'est mis d'accord sur ce principe. C'est ce pourquoi nous allons voter aujourd'hui. C'est de dire, ils arrivent dès qu'ils peuvent et ils font leurs travaux. Et le temps où ils n'ont pas encore reçu un patient, peu importe le temps que ça met, même si là on a estimé à 2 mois, je crois, dans la libération, mais après on pourra le modifier ou même dans la décision que je prendrai plus tard, parce que le maire, dans la délibération de juin 2020, a la possibilité de signer les baux, même si on a l'habitude de le faire passer en conseil. C'est de se dire que pendant le temps des travaux, on ne les fait pas payer, et dès qu'ils ouvrent, on applique un loyer de 500 € par mois. Globalement, c'était le montant que la Poste payait à l'époque quand elle était là. Voilà. Donc la délib parle uniquement de ce bail. Pour le tour de table, je vous expliquerai, je vous ferai un retour sur les services qu'ils proposent et je répondrai à un certain nombre de questions que vous nous avez fait remonter, notamment via le formulaire. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Thierry. C'est juste pour le détail. Le départ du docteur Dinu, c'est août 2020. Absence, avril 2020. Alors, vous me dites ça pourquoi? C'est marqué, il y a une modification à faire? Non, je vois depuis le départ du docteur Dinu en avril 2020. Alors, parce qu'en fait, le docteur Dinu en avril 2020 avait fait sa lettre de dédite pour août. Voilà, et en fait, c'est au niveau de l'ordre des médecins, mais elle est partie exactement le 1er juillet, je crois, 2020. Et là, on a quoi? Départ de faire en avril, ouais, c'est là quand elle a fait son courrier. On a fait ok, donc, ok, d'accord. Donc, elle est partie le 1er juillet, je crois. Parce que les cliniques sont partis le 30 juin, et elle, c'est le 1er juillet. On m'a dit qu'elle était déjà plus là. Oui, mais enfin, elle était sous bail jusqu'au mois d'août. Ouais. Même si elle était absente bien avant. Et je me souviens même de mémoire qu'on avait fait un bail de sortie mi-septembre. Ouais, c'était ça, mi-septembre. Moi, je me suis rappelé de ma conversation avec elle. En fait, au 1er avril, elle avait pris la décision de se radier de l'ordre des médecins. Elle avait fait à 3 mois. Ok, donc on va procéder au vote. Encore, j'insiste bien, je vous donnerai des informations complémentaires après. Qui est contre la signature de ce bail? Précaire, voilà. Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous allons passer donc à l'unanimité. Alors, nous avons eu la démission d'un membre du CCAS pour des raisons personnelles. Et donc, il faut nommer une nouvelle personne pour que le CCAS ne continue pas de vivre, mais soit de nouveau au complet. Donc,
comme c'est public et que c'est donc marqué dans la délibération, donc c'est M. Mortier qui, voilà, pour des raisons personnelles, est démissionnaire. Et donc, nous proposons pour le remplacer la candidature de Madame Denise Laroche. Voilà, donc je propose au Conseil, s'il n'y a pas de questions, de voter pour la nomination de Madame Denise Laroche. Est-ce que des personnes sont contre cette nomination? Est-ce que des personnes s'abstiennent? C'est à l'unanimité. Madame Denise Laroche fait donc partie des membres externes, des membres non élus du CCAS. Et tout à l'heure, dans le tour de table, je pense qu'il y aura une petite actualité sur CCS qui va arriver. Je laisserai Sylvie en parler. Ok. Donc notre ordre du jour est terminé. Nous allons passer au tour de table. Alors, je vais commencer par les élections et vous faire un rappel, donc les élections présidentielles, et vous faire un rappel. Vous avez jusqu'au 2 mars 2022 pour vous inscrire, de préférence sur le site servicepublic.fr. Si jamais il y a des bugs, réessayez. Si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez nous appeler, on vous dépatouillera. Donc, deadline 2 mars 2022. Et si jamais, bien sûr, vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler. On parle bien des présidentielles, pas encore des législatives. Pour mémoire, elles auront lieu, donc les présidentielles, au mois d'avril. Les 10. Les 10, c'est donc 24, c'est ça? 22. Donc, il y a mi-avril et fin avril. Et les législatives auront lieu au mois de juin. Pendant la. Ouais, c'est ça, c'est 10 et 24, c'est ça? Alors, 10 et 24 au mois d'avril, de toute façon vous regarderez, et au mois de juin, 10 et combien? 24. Et 10 et 24 aussi? Non, avril. Ah. Ouais, après ça tombe la fête de la musique. Voilà. Alors, je vais en venir au questionnaire médical, alors pour vous donner un certain nombre d'éléments. Donc, à ce jour, en 10 jours, nous avons reçu 437 réponses. Sur les 314 premières réponses, j'ai eu l'occasion de rappeler à toutes les personnes qui avaient fait des commentaires, que ce soit positif ou négatif, ou simplement des questions. Donc, les personnes que je n'ai pas encore appelées, ça va se faire. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé pour l'ensemble du conseil, et puis pour les personnes, et pour que ce soit inscrit dans le compte-rendu, les questions qui reviennent le plus souvent. Comme ça, au moins, vous avez l'information. Parce qu'en fait, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Donc, sur ces 437 répondants, on a eu 4 contre, pour des raisons, des fois, alors, je peux comprendre qu'on soit contre, mais des fois, je n'ai pas très bien compris. Mais bon, c'est pas très grave. Et pour le reste, voilà, les personnes sont pour. Au niveau des questions, nous a été posé comme question, ça revenait souvent, le tarif et le taux de prise en charge de la sécurité sociale et des tarifs en général. Alors le tarif, c'est le même qu'un médecin traitant, à savoir 25 €, si je ne me trompe pas, la consultation. Il y aura, alors peut-être pas le premier mois, mais ça va se mettre en place, il y aura la mise en place du tiers payant. Donc c'est-à-dire que lorsque vous consulterez, vous aurez une charge, en fait vous paierez les 7,50 € qui seront la partie mutuelle. Ce n'est pas forcément le cas, des fois c'est les médecins traitants. En tout cas, ce sera le cas avec les urgentistes. Donc, on sera sur les mêmes tarifs qu'un médecin traitant. Bien évidemment, si vous venez un dimanche, ben, c'est pareil que quand vous êtes aux urgences, vous paierez plus cher. Si vous venez pour des actes qui sont un peu plus compliqués, genre vous recoudre ou des choses différentes, le prix monte, mais on est sur un prix sécu, pas sur libre tarification. Donc ça, c'est très important. Donc tout ça est encadré. Alors, la question qui m'a été posée aussi, c'était comment prendre rendez-vous? Est-ce qu'il faut d'abord appeler le SAMU? Alors, on va faire une publication, je ne sais pas si ça a été fait ou peut-être pas encore, on a reçu un mail il y a un jour, mais on va le faire sur les réseaux sociaux. On a reçu une publication notamment sur comment ça fonctionne à Crémieux, où là, à Crémieux, on passe par le 15. Là, en l'occurrence, il n'y aura pas de passage par le 15. C'est sans rendez-vous,
Alors, avec le Covid, ils ont fait un mixte. Hein. Ils sont passés avec du rendez-vous et du sans rendez-vous. Mais quand on sortira du Covid, ils vont repasser sur du sans rendez-vous. Et après, ils ajusteront. Donc, pas de passage par le 15 et c'est sur rendez-vous, quoi, c'est sur le flux. Est-ce qu'ils recrutent? Alors, on a des personnes qui sont proposées. Alors, j'explique bien les deux temps. Dans un premier temps, il y aura qu'un médecin à la poste et une infirmière. Et puis, une ou deux assistantes médicales. Parce qu'il n'y a que 70 mètres carrés, même moins, parce qu'il y a une partie où on va être séparer. Dans un deuxième temps, ils vont se développer. Donc, ils ont bien évidemment des contacts. Et ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est que ça peut générer des appels où on m'a contacté pour des kinés ou des choses, un peu des kinés d'urgentistes. Bon, pourquoi pas. Alors, je sais qu'ils ont aussi un contact pour un kiné urgentiste. Et pour d'autres, éventuellement sollicitations pour demain si notre maison de santé pluridisciplinaire se met en place. Donc pour l'instant, toutes les personnes qui sont éventuellement intéressées, je transmets les coordonnées au docteur qui va, donc le docteur Jouando, c'est son nom, qui viendra s'installer. La construction qui finance. Alors, déjà, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts cette année, notamment pour financer les constructions. On est sur de l'autofinancement, on est sur du financement privé. Donc, comme je l'ai expliqué au niveau de la Poste, les travaux, ils cassent, ils refont à neuf ou ils refont à leur sauce, c'est eux qui paient. Demain, lorsqu'ils vont mettre leur bâtiment, alors c'est des modules. Et je vous expliquerai pourquoi on est aussi sur des modules. Ce sont des modules, encore une fois, là, on ne prend pas en charge. Ils feront leur DRD, ils feront leur goudron, leur place de parking. Nous, charge à la commune de prévoir la signalisation, de faire éventuellement les modifications adéquates, refaire peut-être des traces, refaire de la signalétique. Voilà ce qui nous incombe. Alors je ne dis pas que ce sera gratuit, mais le plus gros, il n'y aura pas de la commune. On ne va pas faire un spécial budget gratuit. Voilà. Alors pourquoi ils vont. Dans un deuxième temps, on proposera au conseil plus tard, on partira sur un bail emphytéotique. Donc, ce sera normalement un bail emphytéotique de 20 ans pour louer une parcelle de terrain. Sur ce mandat, je ne souhaite pas vendre de terrain sur la commune. Et donc, on se met d'accord, mais on aura le temps d'en discuter, on s'est mis d'accord sur un loyer, mais il y a un certain nombre de choses qu'il faut qu'on vérifie aussi au niveau des domaines. Un loyer qui peut être intéressant pour la commune et aussi pour les gens. En tout cas, c'est un bon compromis. Et si demain ils veulent partir, oui, ils peuvent partir, il n'y a pas de problème. Mais un bail emphytéotique, c'est quand même important, il y a des droits et des obligations réciproques. On ne peut pas les mettre dehors et eux, ils ne peuvent pas partir du jour au lendemain. Donc on partirait sur une durée de 20 ans, sachant que le bail emphytéotique, la période la plus courte, c'est 18 ans, ça va jusqu'à 99 ans. Alors, les médecins ne seront pas salariés de la commune. J'ai eu plusieurs remontées pour savoir si vous allez être salariés de la commune. Non, ça ne sera pas public, les médecins ne sont pas salariés de la commune. Les urgentistes pourront-ils faire un renouvellement d'ordonnance de traitement longue durée? Alors, oui, mais ce n'est pas leur vocation première. Ils peuvent être là pour dépanner, mais ce ne sont pas des médecins traitants. Donc, si vous avez une galère, ils pourront vous dépanner. Mais j'insiste, il faut faire la part des choses. Et jeudi dernier, j'étais à l'inauguration de la nouvelle pharmacie de Saint-Romain. On a eu le temps notamment d'échanger avec le docteur Val, donc qui est l'un des 3 présidents de la CPTS, et qui est notamment un des cofondateurs du pôle santé de Tignes, qui m'a aussi bien rappelé la différence et qui a d'ailleurs apprécié le courrier parce que c'était bien expliqué. Ce ne sont pas des traitants. Ils peuvent agir sur un certain nombre de choses. En effet, ils peuvent prescrire un arrêt de travail, ils peuvent prescrire un traitement, mais ils ne vont pas vous suivre. Et si vous n'avez pas de médecin traitant, ils vont fortement, bien évidemment, vous dire trouvez un médecin traitant. Et si vous venez, ils ne vont pas refuser de vous prendre. Et ils vont quand même vous dire nous ne sommes pas des médecins traitants. Alors, ça leur arrive, mais ce n'est pas le message qu'il faut véhiculer. Voilà, ce ne sont pas des médecins traitants. À côté de ça, nous, on poursuit. On a une autre politique pour nos médecins traitants. Le local de la Poste, demain, si c'est pour faire 4 cabinets, ce
qui est censé être prévu en fonction des arrivées. Là, ça sera du financement municipal et public. Alors, il y aura des subventions, il y aura des aides, des choses comme ça, ok, mais c'est un autre projet. Celui-ci, c'était, encore une fois, j'insiste, de mon point de vue, une opportunité, mais c'était une opportunité qui n'était pas à n'importe quel prix. Vous avez bien compris que la municipalité ne se serait pas lancée si, par exemple, on devait prendre à notre charge les constructions, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est un bon compromis. Ça dépanne, mais ce n'est pas un médecin traitant. Voilà. Alors, aussi, il n'est pas prévu que les urgentistes fassent des visites à domicile. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'ils m'ont dit, parce que sinon, voilà, on va en faire que ça. Ce n'est pas prévu. Voilà. Donc, ce n'est pas prévu. Par contre, je le répète, sur les jours ouvrés de la commune, du lundi au vendredi, nous mettons en place un minibus. J'ai eu l'occasion de rappeler un certain nombre de personnes, comme je le disais. Et parmi ces personnes, il y a des personnes qui ont une mobilité réduite ou tout simplement des personnes âgées. Le minibus de la commune, vous pouvez nous appeler. Il est à votre disposition si jamais vous avez besoin d'aller. Alors, déjà on le fait pour aller à Bourgoin ou pour aller même aux EHPAD à Villette d'Anton, mais bien évidemment de chez vous, si vous n'avez pas à vous déplacer, jusqu'au centre dans un premier temps et après vers la mairie pour que vous puissiez être soigné. Donc, si vous avez ce besoin en semaine, vous nous appelez et voilà, le service minibus vous prendra en charge. On m'a aussi posé la question si la CPTS était informée et si les infirmières de Saint-Romain étaient informées. Alors, oui, elles sont informées. J'ai eu l'occasion justement d'en parler encore vendredi, jeudi avec elles. Donc, pour rappel, vous avez 50 infirmières qui sont basées sur Saint-Romain et qui tournent. Elles sont informées. Alors, dans un premier temps, j'en avais informé en off la CPTS parce qu'il est très important de poursuivre ce qu'on appelle le dialogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que je ne voulais pas, c'était que les urgentistes et les médecins traitants, en l'occurrence par exemple le pôle santé continue, et donc au-delà de ce pôle santé de la CPTS, qui est la guéguerre. Donc, à Laurence Park, ce n'est pas du tout le cas. Comme l'a si bien fait signaler le docteur Val, ils ont la même formation. Le même nombre d'études. Après, ils ont des expériences différentes. Il y en a qui ont travaillé aux urgences, et puis il y en a d'autres qui sont médecins traitants, mais ils ont la même formation. Ils se sont rencontrés la semaine dernière. Ils sont en train de négocier un certain nombre d'accords. Peut-être que demain, on aura peut-être un médecin traitant dans un premier temps. Alors, je leur ai déjà proposé plusieurs fois à la maison de la Poste, mais bon, j'ai l'impression que voilà. En tout cas, peut-être que un médecin traitant siégera. Peut-être, en tout cas, c'est des choses qui sont sur la table. Et les infirmières vont être intégrées, sachant que les infirmières et les pharmaciens vont aussi les rencontrer assez rapidement. Et les urgentistes aussi vont venir se présenter en conseil. Donc là, ça faisait un peu short pour aujourd'hui. On verra si ce sera pour le mois de mars ou pour le mois d'avril. Mais ils vont aussi venir, comme ça ils vont revenir sur un certain nombre de choses que je vous ai dites ce soir. Si jamais il y a des personnes que je n'ai pas appelées, c'est parce que je n'ai pas encore le temps par rapport aux commentaires. Et puis d'autres, en fait, ont fait des super commentaires, des super remarques, mais le problème, c'est qu'ils ne m'ont pas laissé leurs coordonnées. Donc c'est dommage. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet ? Alors, si vous n'avez pas de questions, c'est très bien, ça veut dire que la plupart des questions ont bien été remontées par les personnes. Si vous n'avez pas de questions, je vais donner la parole à Sylvie concernant le CCAS, puisqu'il y a de nouvelles choses qui vont arriver, des choses qui vont revenir. Bonsoir. Alors, dans l'actualité du CCAS, nous avons le repas des seniors qui va avoir lieu le 12 mars. Donc, je rappelle que pour pouvoir profiter de toutes ces actions, vous devez avoir plus de 70 ans et être inscrit sur les listes du CCAS.
Alors jusqu'à présent, on prenait les listes électorales et on inscrivait d'office les personnes qui arrivaient à 70 ans. Maintenant, avec les nouvelles protections des données, le RGPD, on ne peut plus faire comme ça. Donc on vous envoie un petit courrier en vous disant on a repéré que vous avez 70 ans, est-ce que vous voulez bien vous inscrire au CCAS, et on vous met une fiche d'inscription. Par contre, on s'est rendu compte que certaines personnes n'étaient pas sur les listes électorales parce qu'ils ne votaient pas ou parce qu'ils venaient d'arriver sur la commune et qu'on ne les avait encore pas à la mairie. Donc si vous avez 70 ans, vous n'avez pas été contacté par la mairie, n'hésitez pas à venir nous voir au secrétariat. Elles sont au courant, elles ont tous les documents nécessaires pour que vous puissiez vous inscrire. Maintenant, je rappelle que pour le repas, la date limite d'inscription, donc chacun a reçu dans sa boîte aux lettres une invitation, et la date limite d'inscription est le 28 février. Voilà, donc Madame Laroche, Jérôme vous en a parlé. Donc Monsieur Mortier est obligé de s'arrêter. Nous avons trouvé Madame Laroche qui est très intéressée pour venir donner pour faire partie des membres du CCAS. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur le Covid. Donc, les dernières informations, le Covid ralentit, aussi bien sur le territoire national que sur l'Isère. L'évolution est très favorable. Il y a une baisse très prononcée du taux d'incidence en Isère. Il est passé de 1324 pour 100 000 habitants, c'est-à-dire moins 748 points. Par contre, on est un petit peu au-dessus de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes, le taux d'incidence est de 1302. Nous avons 54 000 personnes testées en une semaine, qui est inférieur à la semaine passée où il y a eu 80 000 personnes. Le taux de positivité en Isère continue à décroître. Il est passé à 31,1%. alors qu'il était de 37,1 la semaine précédente. Mais on reste supérieur au taux national qui, lui, est de 28,1 et le taux régional qui, lui, est de 28,7. Les conséquences de tout ça, il y a une baisse des hospitalisations avec un total de 634 personnes hospitalisées, moins 30 personnes en une semaine, 47 personnes hospitalisées en soins critiques, soit moins 8 en une semaine, et 23 décès sur la semaine, alors qu'il y en avait eu 41 la semaine précédente. L'activité vaccinale est en nette diminution et continue de baisser. Je donne le nombre d'injections, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais 25 554 injections sur la semaine du 7 février, dont 12 663 en centre de vaccination sur l'Isère. L'Isère est un département bien classé avec un bon taux de la couverture vaccinale. Alors, pour pouvoir répondre aux besoins, on maintient les ouvertures de centres de vaccination afin de garder la même couverture au sein du territoire jusqu'à la fin du mois de février. On adapte l'offre à la demande en ouvrant des créneaux qualificatifs en semaine entre 9h, 12h, 14h et jusqu'à 16h, et les week-ends pour permettre de trouver facilement un rendez-vous pour ceux qui le souhaitent. Vaccination des 5-11 ans. Le nombre d'injections reste faible, même si l'offre en centre est disponible. L'ARS demande de maintenir l'offre durant les vacances scolaires. Donc, petit à petit, les centres de vaccination sont fermés. Pour l'instant, on pense garder jusqu'au 31 mars en fonction des demandes qui vont se faire. Voilà, c'était le petit point Covid. On espère que ça va aller mieux et qu'on pourra recommencer à vivre à peu près normalement. Voilà, je passe un sur la... Ah, le don du sang, pardon. Vendredi, le don du sang. Pardon. De 15h à 19h. N'oubliez pas de vous inscrire avant. On a besoin de sang, donc plus vous serez nombreux, mieux ça sera. Et j'espère qu'on vous verra nombreux vendredi. C'est par Internet. Inscription par Internet, oui. La mairie ne prend pas du tout les inscriptions. Il faut voir directement avec l'établissement français de sang. Voilà, c'était tout.
Merci, bonsoir à tous. Alors, quelques dates concernant la vie associative de notre commune, avant le prochain conseil qui tiendra le 22 mars normalement. Nous avons donc l'Amicale Boule qui vous propose ce dimanche 27 février un concours de lyonnaise. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas de la pétanque, c'est des moins un peu plus grosse, mais voilà. Donc l'Amicale Boule, effectivement, sur le secteur est assez réputée, donc je vous invite à aller voir un petit peu ces gens-là. Vous avez pu aussi constater un petit peu différents travaux qui concernent le baseball. Ceux-ci ont bien avancé. Ils espèrent pouvoir entamer leur premier match le 12 mars, puisque la fédération a fait un retour là-dessus. Donc ils attendent effectivement définitivement le premier match à domicile, donc qui se tiendrait aujourd'hui le 12 mars, pour une inauguration donc aux alentours du 12 et 13 mars. Voilà. Pour terminer, au niveau des dates, bien évidemment le Sud des écoles qui organise son annuel Brandon, donc samedi 19 mars. N'hésitez pas à venir un petit peu en famille partager cet événement qui, comme bien d'autres, était perturbé. Donc l'allègement gouvernemental nous permet aujourd'hui de reprendre un peu de vie. Donc j'invite tous les jaloux romains à participer à ces événements qui concernent le mois à venir. Donc voilà, je vais terminer pour cette actualité associative. Hein? Alors le Brandon se tiendra vers les bâtiments où on livre les skis, les bâtiments blancs. Voilà. Bonsoir. Alors en fait, rien de spécial là pour l'école cantine, parce que c'est les vacances. Mais par contre, on se prépare avec un protocole assez allégé. Donc, et puis on va essayer de préparer cette fin de semaine pour enlever les barrières, les enfants pourront jouer. Ils mangeront à la cantine par cycle et on pourra remettre en route l'entracte. Voilà. Mais bon, on attend que le protocole n'a pas encore été tombé encore. Donc voilà. On arrive toujours par les infos avant. Voilà. Donc là, ce sera un protocole allégé, on pourra faire plein de choses avec les enfants. Bonsoir. Donc moi j'avais une petite question d'urbanisme concernant en fait les divers projets médicaux qui sont sur la commune. On a une OAP qui est inscrite, donc c'est le Café Douzet. Et j'aurais voulu savoir son devenir, puisque là on avait un pôle santé qui est inscrit. Donc par rapport au projet annoncé, qu'est-ce qu'il en est? Alors, l'OAP, donc numéro 2, donc au niveau du Café Douzet, je pense que si on prend un peu de hauteur, elle ne sera pas là tout de suite. Donc déjà, il y a les époux Douzet qui sont encore là et qui sont encore en activité. Et puis ensuite, il faut juste préciser que cette OAP, c'est un terrain privé. Donc, moi, je souhaiterais bien évidemment, à terme, comme tout le monde, qu'il y ait une OAP. On peut envisager un bâtiment avec, pourquoi pas, 10 cabinets. C'est une possibilité. Après, il faut juste se dire qu'il y a déjà quelque chose. Donc, ça veut dire qu'il faut détruire pour reconstruire. Sachant que déjà, on a du mal pour trouver un médecin. Aujourd'hui, elle est inscrite dans les textes. On va peut-être se poser la question, en effet, d'ici la révision du PLU, on va rentrer en révision du PLU d'ici pas longtemps, pour les semaines 2022. Il y a encore 1 an et demi, pour moi, le cabinet médical, la maison de la Poste, c'était une étape intermédiaire pour cette fameuse OAP. Sauf que, aujourd'hui, avec la difficulté qu'on a pour trouver des médecins, ou tout simplement pour trouver des professionnels de santé, j'ai bien peur que si, alors on parle d'aujourd'hui, bien évidemment, après on verra peut-être pour 2, 3 ans, 4 ans, après des évolutions, j'ai bien peur aujourd'hui malheureusement que demain, et je précise, on est sur du terrain privé, si on construit une maison médicale ou un cabinet, ce que vous voulez, avec 10 cabinets, il faut aussi que ça soit rentable pour les personnes, il va falloir les remplir, et je ne sais pas, alors on se parle, comment ça pourrait être possible. Voilà. Donc, si on commence à faire comme des communes, construire et après trouver des médecins,
on n'y arrivera pas. Il y en a beaucoup qui ont des locaux tout neufs et il n'y a personne dedans. Après, si on prend la question à l'inverse, c'est oui, mais si on attend pour qu'ils arrivent, on n'aura pas ce qu'il faut. Et bien c'est là où le cabinet de la Poste est important. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui va se passer à la Poste, parce qu'une fois que les urgentistes sont partis, si déjà on arrive à remplir ce cabinet de la Poste et que ça fasse un appel d'air, là on pourra se poser la question. Mais sinon, aujourd'hui, on est quand même très loin, très très loin. Sur le papier, il n'y a rien à dire. Mais au niveau de la réalité, sur la faisabilité, c'est compliqué. Honnêtement, c'est très compliqué. Donc moi je voudrais, hein, comme tout le monde, des kinés, des pédiatres, des médecins, voilà. Mais je peux vous avouer que tout le monde le veut, et c'est ça le truc en fait, c'est que tout le monde en veut, toutes les communes le veulent. Donc elle est toujours inscrite et donc elle est toujours d'actualité, mais concrètement, Géraldine, je ne suis pas persuadé que ça se fasse avant la fin du mandat. Alors, oui, ça C'est je clair, je même comprends. au-delà. Je comprends parce que c'est un projet, façon de parler, de longue haleine. Donc, par contre, quel pourrait être le devenir de ce secteur par rapport peut-être à des projets que vous avez en tête concernant ce périmètre, s'il devait être complètement modifié au niveau du PLU? Alors, ce qui est important, c'est que dans le cadre du PLU, en effet, et on a déjà beaucoup parlé ici, avec notamment le ZAN, donc c'est l'articulation nette, il va falloir qu'on construise dans nos dents creuses. On peut considérer que c'est une dent creuse. Ça fait 2700 mètres carrés. C'est le bâtiment actuellement où il y a le café et c'est le garage qui est l'ancien garage. Mais encore une fois, moi j'insiste, c'est un terrain privé. Et il y a quelque chose. Donc, si le privé ne veut pas détruire pour reconstruire, je ne vois pas ce qu'il est possible de faire ou d'envisager. Maintenant, je vous donne mon humble avis, ce qui est important pour Saint-Romain, je crois que tout le monde le sait ici, ce qui est important, c'est rendre Saint-Romain attractif. Si demain, on n'a pas les moyens de faire, alors je vous parle de cette dent creuse-là, on peut penser que c'est une dent creuse ou une autre dent creuse, si on n'a pas les moyens de faire ce fameux cabinet médical, je voudrais quand même créer des lieux, ou peut-être faire une extension, je ne sais pas comment on peut envisager le truc, pourquoi pas mettre des commerces, avec des habitations. Il y a des logements sociaux à faire, il y a des logements intermédiaires. Donc aujourd'hui, pour moi, que ce soit un cabinet médical ou autre chose, le projet, c'est comme pour toutes les autres dents creuses, alors même si c'est un peu différent parce qu'il est dans le centre, et qu'il est très important stratégiquement, parce que je pense que quand on va s'attaquer à ce point-là, on pourra revoir peut-être ce carrefour qui est hyper accidentogène. Voilà. Et donc ce carrefour qui est hyper accidentogène, c'est clair que on va recouper et on en avait parlé il y a un an ou un an et demi, notamment avec M. Rex, qui est pas loin et qui nous a passé des photos. Moi, j'ai monté un dossier à charge. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'accidents. C'était en 2020, à cet endroit-là, surtout octobre-novembre. Je ne sais pas ce qui s'est passé cette année. Et depuis, en tout cas, j'ai pas eu de remontée. Et donc pour moi, par contre, c'est très problématique parce que par le passé, il y en a eu. Donc ce carrefour-là, il sera modifié en fonction du projet qui sera établi. Mais c'est pas le plus simple. De par l'appartenance privée, j'insiste, et des bâtiments qui actuellement. Aujourd'hui, il faut être clair, détruire, c'est plus cher que reconstruire. Justement, est-ce qu'aujourd'hui on n'aurait pas intérêt en fait à détruire et dans le cadre d'une étude de plan de circulation, avoir un aménagement correct de ce périmètre? Oui, mais qui c'est qui prend la décision de détruire? Pardon? Qui prend la décision de détruire sur un terrain privé? Il y aurait peut-être une possibilité d'acquisition par des personnes publiques associées pour pouvoir en faire un périmètre avec un carrefour qui soit digne de ce nom. Voilà, c'est clair, un carrefour digne de ce nom. De toute façon, comme n'importe quelle relation, vu qu'on est avec un privé, ce sera une négociation. Vous savez à qui ça appartient, et on les a déjà rencontrés à une période. Maintenant, je veux pas non plus mettre la charrue avant les bœufs. Je ne sais pas jusqu'à quand déjà monsieur et madame Douzet vont être dans les locaux. Donc, c'est des questions, par contre, c'est une très bonne question qu'on va se poser, notamment dans le cadre du PLU, et notamment
notamment dans le cadre de la commande qui a été faite et sur les différentes réunions publiques et concernant le projet prévu, pourquoi ne pas se poser ces questions-là? Sachant que si demain, ça appartient à des privés, il y a plusieurs hypothèses. Il y a l'hypothèse, oui, on veut bien vendre à la mairie, mais c'est un coût, et c'est un coût énorme, 2700 m² sur Saint-Romain. Là, on parle de millions, parce que derrière, il va falloir reconstruire. Donc, il faut que tout le monde soit au courant autour de cette table, et surtout dans la commune, qu'à un moment donné, voilà, il va falloir agir sur certains leviers, et notamment des leviers fiscaux ou autres. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord, en tout cas, c'est comme ça que ce sera proposé. Après, tout est envisageable. Et à l'heure où on se parle, il y a une OAP, certes, avec un projet de maison médicale. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais une chose est sûre, c'est que c'est une dent creuse au cœur alors on peut appeler ça le centre de Saint-Romain. Alors, je ne vais pas dire mal positionné, mais voilà, sur un secteur assez accidentogène, mais que lorsqu'on travaille sur ce projet-là, et donc notamment dans la région du PLU, on verra un certain nombre de secteurs, il faudra bien évidemment qu'on reprenne ce carrefour, sachant que pour avoir eu déjà des réponses du département, c'est compliqué. Concrètement, il faut vous la faire courte. Pour modifier un carrefour, on a gentiment fait comprendre la tôle, ça ne suffit pas. Voilà. Il faut plus. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Sans parler. Moi, j'ai des preuves. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, j'ai des mails, j'ai des choses. Et s'il se passe quelque chose, on pourra dire on avait averti. Voilà. Et c'est vrai qu'en 2020, il y a eu beaucoup d'accidents et depuis, on touche du bois et voilà, on souhaite bien évidemment à la personne, mais il faut juste savoir un truc, c'est que vous savez tous, à cet endroit-là, il y a des infractions tous les jours. Voilà. Parce qu'en fait, quand vous êtes en face de l'autre, les stops d'en face passent souvent derrière la voiture. Et je pense même qu'une personne sur deux ne le fait même pas exprès. Quand vous disiez le camion qui ne respecte toujours pas les sens de circulation, alors, donc je vous dirais que si un jour il y a un accident avec poids lourd à cette intersection, au bout du bout, ça risque de pas être très beau. Alors, non, on est d'accord. Justement, à ce sujet-là, j'ai fait réintervenir la gendarmerie. Ils ont fait ils ont verbalisé et ils se sont mis aussi au contrôle radar entre Girine et Girondon et ça a bien performé. Ça a performé et après ils vont refaire l'OIET, mais voilà, ils sont passés la semaine dernière. Attendez. Mardi, toute la journée, ils ont. Toute la journée, façon de parler, parce qu'en fait, c'est 15 minutes. Voilà, le tout pour que ça marche, c'est 15 minutes. Mais mardi, ils ont vraiment performé sur cet axe-là. Samedi aussi. Bon, en tout cas, ils sont régulièrement, en tout cas, c'est les commandes qu'on passe. Alors, là, je suis aussi au début du prémisse, voilà, c'est en parlant comme ça entre collègues maires, de savoir si on ne peut pas mutualiser des jumelles. Donc, voilà, on a des communes voisines, notamment. Tigneux qui ont des jumelles. Il faudrait qu'il y ait des jumelles. Alors, je vais pas citer, voilà, j'ai plusieurs communes qui ont acheté des jumelles. Les prix vont du simple au quintu. Mais après, derrière, il y a aussi l'utilisation parce qu'il faut au moins 2-3 personnes. Voilà. Donc, j'en ai touché un petit mot au maire de Tigneux, qui est en plus conseiller délégué au bâton du Finet en charge de la mutualisation des moyens. Donc je dis, c'est une belle preuve de mutualisation. Et c'est vrai que, honnêtement, ils s'en servent pas tout le temps parce que forcément, ils ne peuvent pas faire que ça. Et lui-même me l'a dit, quand ils se mettent à un endroit, voilà, même si ça fait, ils y restent que 15 minutes après, ils se font avoir, on est tranquille pendant une demi-journée. Donc, moi, je souhaiterais vraiment, on s'était posé la question d'acquérir les jumelles, mais en fait, finalement, si on n'a qu'un policier municipal, il n'en faut pas même pas deux, il en faudra 3. Donc on va plutôt mutualiser. Donc là, voilà, j'étais encore avec lui au téléphone samedi à ce sujet. Et puis j'espère que ça va pouvoir se faire sur l'année qui vient. Ça serait vraiment pas mal. Parce que concrètement, alors il y a aussi les radars pédagogiques, le radar qu'il faut réparer. Alors ça aussi, ça fonctionne très bien. Ça permet de voir aussi, d'avoir des informations sur la vitesse des gens. Et puis psychologiquement, ça marche très bien aussi. Donc Après de la sécurité routière, avec nos caméras justement sur le carrefour, est-ce qu'on peut envisager une verbalisation notamment des poids lourds qui ne respectent pas le sens de circulation? Et c'est à la mode de la vidéo verbalisation? Alors, c'est une bonne question. Je sais juste que la vidéo permet sur l'exécution du parquet, lorsqu'il y a une plainte, en gros, il faudrait que
Si un riverain voit quelque chose à un instant T, et on informe la gendarmerie, on a une réquisition, c'est un peu comme pour les rodéos finalement. Et il nous faut une réquisition, on prend les images et en effet on peut attaquer. Mais s'il n'y a pas, en fait, on ne peut pas se servir des vidéos s'il n'y a pas de réquisition du procureur. Sinon, bah, c'est caduc, ça ne fonctionne pas. Donc ça pourrait, mais il faudrait dire qu'à chaque fois, il y a quelqu'un qui se manifeste. C'est ce qui s'est passé. Alors, ouais. C'est ce qui s'est passé pour les rodéos, puisque pour les rodéos, en fait, ce n'est pas une contravention, c'est un délit. En fait, la contravention de deuxième classe, par exemple, pour nuisance sonore, peut s'appliquer pour un rodéo. Enfin, non, ne s'applique pas pour un rodéo, puisqu'en fait, un rodéo, la simple visualisation des vidéos, alors bien évidemment, il n'y a pas le son, mais bon, on voit ce qu'ils font, et puis voilà, souvent les riverains filment en même temps, est constitutif d'un délit sans plainte. Parce qu'en fait, la gendarmerie s'auto-saisit. Donc là, on peut s'amuser, et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que les riverains nous sollicitent, on appelle la gendarmerie, on leur explique, ils font le nécessaire auprès du procureur, ils nous demandent la réquisition des images, ils viennent, on leur donne, et là, les images de machin, et c'est parti. Et là, il y a rien à faire. Donc c'est toujours pareil. Il faut prendre sur le fait. En fait, c'est ce qu'on appelle c'est le flagrant délit. J'avais juste une autre question. Il y a eu un nouvel article sur le barrage ou le pont barrage de la CNR récemment. Et je suppose que la commune n'est toujours pas informée, malheureusement. Et est-ce qu'on ne pourrait pas relancer l'idée qui avait été évoquée de demander à ce que quelqu'un de la CNR se déplace sur la commune de Saint-Romain, parce qu'ils ont le culot d'appeler leur barrage le barrage de Saint-Romain. Saint-Romain-Loyette. Ce serait quand même pas mal qu'ils viennent nous l'expliquer. Alors, sur la loi, c'est que Saint-Romain. De mémoire, donc ils vont venir, mais de mémoire, la loi sur l'aménagement du Rhône est passée au Parlement il y a une semaine, 17 février. De comment 17 février. Le 17 février. Donc, au Sénat, c'était fait. Moi, je vous dis comment ça s'est passé. Jusqu'à cette date, on n'a eu aucune information, en tout cas, on ne nous a pas sollicité. On est bien évidemment, on est allé à l'encontre de. On allait voir des personnes et on était entré en contact avec la CNR. Mais eux, ils étaient sur le renouvellement de la concession. Ce qu'ils ont finalement obtenu, et ils ont mis, je crois, ils sont dessus depuis 2019. Non, depuis 13 ans, depuis 2006, depuis 13 ans, je crois, ils sont dessus. Le renouvellement, parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'appel d'offres, il n'y a pas eu de confiance avec l'ordre, c'est compliqué, bref. Quoi qu'il en soit, c'est remonté jusqu'à 2041. Et ils ont eu cette concession, avec notamment ce budget de 500 millions d'euros pour l'aménagement du Rhône, et dans ces 500 millions d'euros, les 250 pour le barrage, en fait, la centrale hydro-barrage, ils appellent ça une usine hydroélectrique de Saint-Romain. Saint-Romain-Loyette, Saint-Romain. Comme la loi vient d'être passée, alors il faut juste savoir que ce soit alors, notre députée Madame Motin et notre sénateur Guillaume Rambaud m'ont contacté, m'ont sollicité pour connaître notre point de vue bien évidemment. Alors je leur ai donné en tout cas notre point de vue, puis celui aussi de la communauté de communes, c'est que il y a plusieurs étapes déjà, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. C'est que déjà, à cet endroit-là, est-ce que c'est opportun? Est-ce que ça va servir? Alors, on avait eu, vous vous souvenez, il y avait M. Quesada qui était venu nous en informer. Est-ce que demain, il est opportun de faire un barrage et demain, est-ce qu'il est prévu de faire un pont? Ça aussi, il faut se poser les bonnes questions. Parce que si demain, il y a déjà la centrale qui est faite, qu'est-ce qui nous obligera demain à avoir un pont? Peut-être rien du tout. Et donc, ça va être tenu en tenaille. Il est aussi question, et je vous le rappelle, et ça aussi, on va en discuter, mais ça joue entre Tricastin et nous, mais qu'il y ait deux EPR de la génération qui se fassent en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ils en ont parlé ce matin sur BFM TV. Et ils ont dit quoi sur BFM TV? Oui, a priori, c'était bien engagé, puisqu'ils avaient fait venir quelqu'un qui était contre, qui avait des arguments là-dessus, et a priori, il n'y avait pas de. Enfin, je pense qu'il. Alors, en fait, moi, j'étais à la dernière réunion du grand carénage. Ça dépend des sons de cloche, en fait. C'est fou. Vous avez du côté de Tricastin, c'est plutôt à Tricastin, et les associations qui militent contre disent punaise, ça se fait Tricastin, on est contre, et sur Saint-Lubas, c'est pareil. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, ces EPR ils vont se faire beaucoup plus. Alors, on va regarder ça comme ça, on va penser avec le Yep et le Nord, comme ça. Ça va se faire beaucoup plus au sud,
Donc ça va être beaucoup plus proche de chez nous. Donc, en plus de la pollution visuelle, j'insiste bien, je n'ai rien contre les amis de Hyères-sur-Anville, mais je pense que quand il y a la centrale qui est arrivée, ben, voilà. J'ai pas envie que demain, Saint-Romain devienne un Hyères-sur-Anville 10. En plus de la pollution lumineuse, je vous rappelle que la vapeur et les différents nuages, et ça c'est argumenté par plein de personnes, et même par des riverains. Pourquoi pollution lumineuse? Parce que les vapeurs qui sortent, même si on ne sait pas encore exactement la technologie qui va être appliquée, et ben, elles se mettent, donc ces vapeurs se mettent devant le soleil et ça éclaire moins, donc la végétation, notre humeur, voilà, tout ça. Et donc demain, se dire que oui, puis sonore, évidemment, sonore. Ouais, mais bon, là, on sera, sonore, je pense qu'on sera un peu. Voilà. Donc demain, si on nous sort qu'en plus, vous avez donc 2 projets concomitants éventuellement, en tout cas qui se décident, je vais pas dire quasi maintenant, mais peut-être, en parallèle, à 1,8 km d'intervalle, voire moins, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, il faudra qu'on ait toutes les informations possibles et imaginables. Moi, je vous dis comme je le pense. Entre la peste et le choléra, je ne sais pas ce qu'il faut choisir. Et je pense qu'il ne faut pas choisir. Mais il n'y a pas de choix à avoir, non? Non, je pense qu'il ne faut pas choisir. Je pense qu'il ne faut pas choisir. Et qu'on rentrera. C'est des programmes. Il y a une consultation publique, mais étatique. Alors, il y a une consultation. On rentrera, en tout cas pour ma personne, on fera une consultation et on fonctionnera par ça parce que ça fonctionne très bien aussi. Parce qu'à un moment donné, quand on a besoin d'un retour de tout le monde, on essaiera d'être le plus objectif possible. Mais il faudra un chef de file, et le chef de file, ce sera Saint-Romain et ce sera moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est juste pas possible. Donc déjà, on nous a malmené, façon de parler, on nous a mené en bateau pour nous dire non, en ce moment, c'est pas Saint-Romain. On parle pas de Saint-Romain, on parle de la concession. Là, la concession, non. Le renouvellement vient de passer, il y a une semaine. Maintenant, prochaine étape, donc c'est monsieur convié pour qu'il vienne ici. Donc c'est déjà, on doit les rencontrer dans un premier temps, donc ça va se faire. Mais alors, juste pour préciser quand même, à l'heure où on se parle, la CNR a un budget de 250 millions, mais ils doivent produire une étude de faisabilité et le gouvernement décidera. Voilà. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que on peut considérer, et on ne va pas remettre en doute leur personne, c'est qu'ils sont quand même un peu jugés partis. Voilà. Mais là, on a 2 gros chantiers, 2 gros dossiers. Donc maintenant, ça va se décanter. En tout cas, je pense que les informations vont vraiment revenir. Et puis, bien évidemment, il y aura une enquête publique. Il y a cette enquête publique. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui viennent. Voilà pour les informations. C'était quoi la question? De savoir si on pouvait faire intervenir. Oui, bah, pour répondre, c'est prévu. Voilà. En fait, une fois qu'on a eu le vote, on les a contactés, on va déjà les rencontrer dans un premier temps et voilà, les questions, justement, les faire intervenir ici pour qu'ils nous expliquent les différentes étapes et le processus. Oui. Bah, ils nous ont déjà rencontrés plusieurs fois, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'eux, ils étaient tellement sur le renouvellement de la concession que pour eux, je viens jusqu'à maintenant, le barrage, c'était. Voilà. Parce que c'était pas simple. Ils ont mis ils vous les réexpliqueront, mais je crois bien que c'est 2006. 16 ans ou 13 ans pour pouvoir avoir ce renouvellement. Voilà. Alors, j'ai quelques questions. Les 2 premières concernent donc le restaurant scolaire. Y a-t-il eu une modification de l'offre quantitative du restaurant scolaire? C'est-à-dire qu'avant, il y avait entrée, plat, fromage, dessert. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est la loi Egalim. Ah, vas-y. C'est la loi Egalim. Mais on en a parlé parce que ça fait quand même déjà depuis septembre qu'on l'a mis en place. Et on en a parlé à un conseil, on en a parlé à une réunion. Et on les a reçus, on leur a expliqué. C'est vrai que c'est difficile d'accepter pour certains parents parce qu'ils disent oui, mais ils n'ont pas l'entrée, mais ils ont le dessert, les gamins mangent moins, mais il y a toujours la même quantité. Mais moins grave. Oui, parce que le ressenti. Oui, tout à fait. Ouais. Mais ça, c'est vrai, puisqu'on les a reçus avec Sarah, et on a essayé de leur expliquer, elles ont compris, les parents d'élèves. C'est l'association de parents d'élèves qu'on a reçu. C'est vrai que ça a été très, très difficile
Oui, parce que évidemment, Ah oui, c'est tout à fait, c'était pareil en termes de quantité, je posais la question. Mais tout à fait, Ouais. parce que ces toits égalimes, c'est on a l'entrée, on n'a pas le dessert, mais les quantités ne bougent pas. Et ça, pardon. Pas mal. Vas-y. Excuse-moi, j'ai mis un gros doute sur la loi Egalim, hein. Je travaillais un peu dans ce milieu-là. La loi Egalim n'a rien à voir avec ça. La loi Egalim, elle fixe pas le nombre d'offres demandées. Le seul truc qu'elle dit, c'est qu'il faut tenir vers plus de qualité, plus de bio et de psycho. Psycho, je parle IGP, AOP, des choses comme ça. Mais à aucun moment, elle dit qu'il faut réduire l'offre. Au contraire. Par contre, il faut manger moins de viande, mais de la meilleure viande, donc de la viande Plus de qualité. De qualité, plus de bio, puisqu'il faudra attendre pour les collectivités, à compter du mois de juin, à 50% de bio et à peu près à 20 à 30% de psycho. Voilà. La loi Egalim, au départ, elle est faite pour favoriser nos agriculteurs et le circuit court sur la qualité. Mais elle n'est pas pour pénaliser le consommateur. Ça n'a rien à voir. Mais ça, on n'a jamais dit ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en réduisant l'offre, enfin, moi je prends. Avec l'enveloppe financière elle-même, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais ça, c'est tout le temps la même. Après, charge aux sociétés de restauration ou autres de se débrouiller avec. Enfin, c'est réalisable aujourd'hui. Ce que je veux dire, les sociétés de restauration, bien sûr, leur jeu, c'est de réduire l'offre pour garder leur même marge et pas baisser la marge. Mais enfin, ça ne les empêche pas aussi de serrer à vif leurs fournisseurs et en premier nos agriculteurs. Donc la loi Egalim, c'est moins de gâchis aussi, puisque sur les collectivités, on est obligé de peser nos déchets, et sur les adultes, on a le droit par repas un maximum 100 grammes de déchets alimentaires. Je ne parle pas de déchets plastiques, etc., puisque le plastique déjà est banni. Voilà. Mais il faut, quand ils vous mettent en avance la loi Egalim, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec ça. Mais alors, rien du tout. Ça, l'excuse, elle est bidon sur la loi Egalim. C'est pas du tout ça. C'est qu'en fin de compte, ils préservent leur intérêt. Alors, j'espère qu'ils vous mettent plus de bio et de psycho, puisque c'est le but du jeu. Plus de circuits courts aussi, puisque du bio qui vient de l'autre côté de l'Europe, il n'y a plus grand chose de bio avec la taxe carbone. Ben voilà. Alors, pour que ce soit clair. Pour moi, oui. Mais j'ai pas ressenti du tout ça qu'ils voulaient nous arnaquer. Ils nous ont bien expliqué, mais alors il faut être honnête, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Mais quelque part, ça permet aussi d'économiser des déchets, parce que 40 kilos de déchets avant, et on est retombé quand même à 20, c'est pas mal. Donc les gamins mangent mieux, mangent plus. Ils ont pas les proportions de 2 kilos, 3 kilos dans l'assiette, j'exagère. Mais ils ont un petit peu moins, mais de qualité. Mais ils le mangent. Et de voilà. Mais moi, Bien sûr, on est d'accord. Moins de gaspillage. Non, mais on est d'accord. Le seul problème en réduisant, par exemple, de 4 à 3 plats, c'est que le gamin qui n'aime pas l'entrée, il va manger de la viande le jour où il y a le dessert. Et je relève. Non, mais je relève. Mais ça, la question a été posée. Mais moi, je vais vous dire ce que l'on fait nous à la cantine, c'est qu'il y a des restes de la veille, par exemple des yaourts, et elle gère ça, elle leur donne. Ils ne partent jamais l'estomac vide, que ce soit en dessert ou que ce soit en entrée. Et je suis sur le terrain et je peux vous assurer que, à la limite, il faudrait presque faire le conseil y aller, parce que ça permettrait de voir quand même qu'elle ne laisse pas partir. Parce qu'il y a eu cette question. La maman me dit, oui, alors, bien sûr, c'est légitime. Parce que le gamin ne mange pas de viande. Mais donc, lui, ce gamin est considéré, il ne mange pas de viande, on va lui donner, il y a autre chose. Il y a forcément autre chose. Mais il ne part jamais le ventre vide. Ou alors, ce jour-là, il est malade. Mais la loi Egalim, je reviens dessus, on n'est pas obligé. Mais elle est conseillée quand même. Parce que, mais ça sur marche. les collectivités, elle est obligatoire. Bah, oui, mais. Mais sur les collectivités, elle est obligatoire. Le monsieur de Sodexo, pour pas nommer Sodexo, mais je n'en Oui, connais non, pas, mais peu importe la société de restauration. a bien expliqué. Ah, comment? Oui, c'est ça, voilà. Elle devient obligatoire l'année prochaine. Oui. Mais on a expliqué, on en a parlé avec les parents, mais il faut être honnête, c'est légitime votre question. Je m'attendais un petit peu à ça, c'est pour ça que je l'ai pas lancée. Je me suis dit, on va voir si la question est intéressante, elle sera posée. Mais les parents n'étaient
quelque part, on n'était pas d'accord. Mais ça, je reviens. Sauf que, mais je comprends tout à fait. Parce qu'on a tous des enfants et on sait très bien que c'est pas la question de payer, parce que les parents ont dit, nous, on préfère à la limite payer plus cher et qu'ils en aient plus dans l'assiette. Nous, on leur a expliqué. Oui, peut-être, mais il y aura beaucoup plus de gâchis, donc vous allez payer pour le gâchis. Donc ça sert à quoi? Donc quelque part, mais la question est, et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas, hein, parce que du coup, voilà. Alors, juste par rapport on a fait parvenir quand même un courrier pour expliquer un peu comment ça fonctionnait. C'est important aux parents, comment fonctionnait la cantine, et notamment comment fonctionnait le langage familier, le RAB. Oui, le reste, voilà. Comment les enfants peuvent se resservir. Donc, le courrier il est parti avant les vacances. Voilà, un peu avant les vacances pour expliquer le fonctionnement de la cantine, pour que les gens sachent comment les enfants sont nourris et puis comment ça fonctionne. Oui, parce que en fait, le RAB, alors attends, on a changé, il y a du RAB. Il y a forcément, et puis tu le sais très bien, tu as travaillé, tu as regardé aussi, il y a toujours du RAB. C'est pour ça qu'on avait mis en place les enfants. Voilà. Donc on n'a pas changé, on ne va pas changer le monde. Nous, ce qui est important, c'est que les enfants mangent, et on a géré, tu as géré, je le gère aujourd'hui, et ça se passe bien. On va avoir 2 parents sur, allez, il y a 230 enfants qui mangent, 240. On a 2-3 parents qui se sont plaints de la moyenne. Donc si on considère ces parents, on les a pris, on leur a parlé, je leur ai téléphoné, on a expliqué, ils ont compris. Et il est vrai que moi je ne baigne pas dans la restauration, je ne connaissais pas ça. Mais du coup je comprends tout à fait le retour. Voilà. Mais moi j'insiste là-dessus, c'est que les enfants mangent. C'est pas sur Facebook, mais c'est des enfants mangent. Ils ne partent pas le ventre vide. Et voilà. Donc, on ne s'est jamais posé la question. Voilà. En fait, franchement, j'insiste parce que la question a été posée. Qu'il y en a qui partent, pour eux, ils pensaient que les enfants partaient sans manger. Parce qu'ils n'aiment pas l'entrée, ils n'aiment pas le milieu, ils n'aiment pas le dessert. Voilà, donc il y a des gamins comme ça. Là, ils n'aiment pas les 3 qui sont proposés aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère avoir. Voilà, mais c'était une question pertinente. Ok. Deuxième question s'adresse à Gaël. Il devait y avoir donc le 10 décembre le conseil municipal enfant, on n'a pas eu de retour. Alors ça avait été annulé à cause du Covid. Et en plus le maire n'était pas là ce jour-là parce que pour des raisons de Covid aussi. et derrière donc au niveau des écoles, vous ne pouvez pas mélanger les élèves, donc il n'y a pas eu de suite qui ont été données derrière ça, parce que justement le protocole n'a pas encore changé. Donc là, normalement, ça devrait changer à la rentrée. Et puis donc ça sera fait d'une autre manière pour dire qu'il y ait quelque chose cette année, parce que c'est vrai que derrière, il reste grosso modo 4-5 mois d'école. Donc c'est vrai que d'avoir 3 conseillers municipaux enfants qui se tiennent sur un laps de temps assez court, ça risque d'être compliqué, donc ça sera fait autrement. Voilà. Et la dernière est pour Nicolas. La location de la salle va reprendre ou pas? Alors, effectivement, on attendait l'allègement gouvernemental. Il a été annoncé lors de la dernière intervention de Castex. Et les gens qui avaient daigné faire des réservations qui étaient en cours, sur lesquelles on avait mis des options, et on était dans l'attente effectivement d'un retour du gouvernement. Chacun des gens qui nous avaient sollicité ont eu un retour comme quoi aujourd'hui on pouvait acter ces réservations et les autoriser à bénéficier de l'allocation de la salle, mais également les mises à disposition. L'ensemble des associations ont reçu un mail en disant qu'aujourd'hui elles pouvaient reprendre leurs activités et récupérer du coup l'usage des salles. Ouais. Il va y avoir quelques informations sur le SCOT. On a eu une réunion il y a pas longtemps, donc pour faire un état des communes qui sont en phase avec le SCOT sur les 2 intercommunalités que représente le SCOT, il y a 63% des communes qui sont non compatibles. Donc ils doivent ou faire une modification ou une révision. Donc on n'est pas les seuls. C'est déjà important.
Le SCOT va faire des formations sur l'urbanisme. Il y en a une le 4 avril à Montalieu sur les docks d'Urba, une le 9 mai à Montalieu qui sera sur un guide pratique. Il y en a une le 29 juin. J'ai pas eu le temps de noter la domiciliation, ça sera sur les OAP. Donc on va attendre le compte rendu. Et ensuite, le 5 octobre, il y en aura une à Pont-de-Cherly sur les règles de l'urbanisme. Voilà. Sur le budget, puisque c'était le débat d'orientation budgétaire, il y a une étude de mobilité sur l'agglomération pontoise qui va être lancée pour à peu près un montant de 100 000 €, pour éviter un petit peu ce bouchon qu'on a et par Chavanoz et de l'autre côté. Le côté au-dessus de Charvieux, qui passe un peu par Colombier. Voilà. Il y a aussi une enveloppe de 120 000 € qui est mise de côté pour une modification du SCOT, puisqu'il est en recours au niveau des tribunaux. Et voilà à peu près les grands chiffres. Pour le ZAN, donc le zéro artificialisation des sols, ça sera pour 2030. Donc au moment de la modification de notre PLU, on a encore un petit peu de marge. Pour 2030, ça sera divisé par 2, le zéro artificialisation. Donc ça en laissera quand même un peu. 2050 2050, zéro. On va déjà attendre 2030. On verra où ils en sont. Ensuite, j'avais une question. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était que les travaux qui étaient réalisés sur la carrière à Berdolini, puisque normalement elle est en cessation d'activité. Ils avaient une autorisation de remise en état jusqu'en 2019, parce que c'est un endroit où il y a des espèces protégées. Il y a notamment des nidifications dans les parois d'espèces protégées. C'est soumis à une loi sur l'eau. Il y a aussi des arbres qui sont classés. Donc je voulais savoir ce qu'étaient les travaux qu'il y avait en cours. Alors, par rapport à cette carrière, cette ancienne carrière, on a transmis donc à l'Opardi, j'ai transmis à Raphaël les documents du propriétaire. Concrètement, on a une bande qui est en zone protégée, dite ZNIEF. Bref, une zone protégée, mais alors, on n'est pas sur un espace naturel sensible. Quand on regarde les textes, on peut faire certaines choses. Aujourd'hui, ce que le propriétaire s'est engagé à faire, c'est d'éclaircir, je vous dis ces termes, parce que là je n'ai pas son mail, qu'est-ce que je vais transmettre à Raphaël, d'éclaircir le bois qu'il y avait du côté de la parcelle de M. Bourbon, parce que, et il m'a montré, envoyé des photos, c'était, on va dire, on va être poli, c'était sale, on va dire ça comme ça. Il y a beaucoup de détritus, beaucoup de choses qui traînaient, l'histoire de barque et puis il voulait aussi savoir éclaircir pour pouvoir savoir un peu ce qui s'y passe. Il a mis un certain nombre de panneaux aussi pour expliquer que c'était quand même une propriété privée, même si on sait très bien que beaucoup de personnes y pêchent ou y vont pour se balader. Et ce qu'il veut y faire au niveau de la sécurité, c'est qu'il veut adoucir les pentes côté Bourbon, Monsieur Bourbon, pardon, parce que, et on y allait il y a quelques mois avec Corinne, avec Madame Georges, où c'est vrai que c'est quand même abrupt et que c'est dangereux. En fait, ce qui se passait, c'est qu'il est passé, à chaque fois qu'il est passé, il a vu du monde, et honnêtement, il s'est dit au niveau de la sécurité, je vais me faire avoir. Donc il a fait ce type d'aménagement. Il a replanté 250 arbres au mois de novembre. Et donc, ses projets, c'est faire des pentes plus douces. Donc, il a fait un plan qui est transmis à Raphaël avec les espèces animales et tout ça. Et à terme, peut-être, je dis bien peut-être, mais ça, on n'est pas encore là, il envisagerait peut-être d'enlever une parcelle, peut-être, pour, pourquoi pas, les chevaux ou autre chose. Mais voilà, on en est aujourd'hui. Ses projets à lui, c'est... on en parlera après, on va vérifier. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, on est juste sur... J'enlève un peu tout ce qui est touffu.
Et je mets à plat. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est marqué noir sur blanc, et aujourd'hui, voilà ce qu'il a fait. Et il fait venir des terres, il nous a transmis. Il y a des gros apports de terre. Voilà, il nous a transmis. Donc, alors, je pourrais éventuellement le mettre au compte rendu. On a reçu les fiches, quand vous amenez des terres, vous devez dire d'où elles viennent. Donc, ça vient de. Ah, mais c'est soumis à l'autorisation, non? Oui, tout à fait. Et je me souviens plus d'où ça vient. En tout cas, voilà, avec la terre, la qualité de la terre, et on a reçu les fiches la semaine dernière. Voilà. Donc on a en tout cas la provenance des terres et comment la terre est faite. Enfin, le seul truc que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a rien affiché. Est-ce qu'il y a eu des demandes particulières, des autorisations de données Parce que là, on recomble un trou où il avait un stock, puisque la remise en état était soi-disant finie par rapport à la commission carrière de 2019. Et là, s'il recommence à faire des travaux derrière, en fait, je ne vois pas à quoi ça sert. C'est revenu dans le domaine privé. Oui, il n'y a pas de ciment, il n'y a rien. C'est soumis à la réglementation et les apports de terre. Enfin, nous, on a regardé. En fait, moi, j'ai consulté l'OPARVI. J'ai pas eu de fin de me recevoir. J'ai regardé un peu les textes au niveau notamment des SNIEF. Il est soumis aussi à notre PLU, au règlement du PLU applicable aujourd'hui. Ouais, mais les remises en terre sont interdites. Enfin, vous savez, on a le problème dans la rue des Moulins pour un apport de terre qui est nettement moindre que ça. Enfin, moi, je trouve que là, c'est un petit peu laisser libre cours à son imagination, quoi. C'est au moins des demandes d'autorisation, que ça soit instruit et qu'on puisse faire rendre. Là, aujourd'hui, il fait ce qu'il veut. Il nous emmène des fiches, on ne sait pas ce qu'il a mis réellement en terre. Ah bah ça... il n'y a personne qui peut contrôler, et la commission départementale encore moins, puisqu'elle n'a pas d'autorisation. De toute façon, une chose est sûre, c'est que la remise en état, et par rapport à quand on y est allé, sur une certaine partie, là où il n'y a pas de travaux, ça va. De l'autre côté, en effet, c'est dangereux si des personnes passent. Vous savez aussi bien que moi que des personnes passent. Là aujourd'hui, les personnes passeront toujours. Oui, mais les personnes passeront toujours, sauf qu'au lieu que ça soit comme ça, ce sera comme ça. Oui, mais ça ne justifie pas la sorte de terre le long du chemin de Payard qu'il y a eu avec des bulldozers. Enfin, moi, je suis passé pendant que ça travaillait. Mais je suis allé et j'y vais encore évidemment. Moi, ce que je vous ai dit, c'est quand c'est comme ça, je demande à l'OPARVI et à partir de là, quand j'ai pas le temps de me recevoir, après. Enfin, il y a un service spécial à la préfecture sur l'environnement pour leur demander aussi. Solliciter. C'est tout. On va les solliciter. Fabienne. Rien. Sylviane. Si, avec Fabienne. Non, ben, ce mois-ci, il y a eu une mise en œuvre de l'extinction de l'éclairage public. C'est vrai que... Donc au 1er février, vous avez tous remarqué qu'une grande partie des rues de Saint-Romain s'éteignent de 23h à 5h du matin. Au niveau des retours qu'on a pu avoir, donc jusqu'à la semaine dernière, parce que je n'ai pas eu le temps de faire un bilan aujourd'hui, on a eu 4 appels en mairie et 2 fiches qui ont été mises en boîte, une en boîte aux lettres et une en mail. Donc on a rappelé les personnes concernées qui faisaient plutôt des inquiétudes, le classique cambriolage et puis un peu la peur du noir, mais qui reconnaissent quand on les appelle que si elles ont à sortir à ces heures-ci, de toute façon on est en ruralité. Quand on prend sa voiture dans ces créneaux de 23h à 5h du matin, on a une lampe de poche, on a un téléphone portable, ou on a de quoi s'éclairer. C'est ce qu'on peut toujours regarder. Donc voilà, pour l'instant ça suit son cours, et puis il faut qu'on s'habitue quand on se lève la nuit, on sait même pas. Ça fait bizarre d'avoir des nuits. Par contre, on n'a pas eu de retour des animaux ni des plantes pour l'instant. Tu parlais d'une psychologue tout à l'heure, Jérôme. Tu peux en parler, dire quelque chose qui s'est installé chez nous? La psychologue, elle s'est installée au mois d'octobre ou novembre. Ça marche. J'ai eu au téléphone récemment, ça marche plutôt pas mal. Elle est en lien notamment, et j'ai des bons retours de 2 parents, parce qu'elle a sa spécialité aussi, c'est les enfants. Donc, Madame Marie Barbero, je ne sais pas. Après, je ne suis pas patient, donc je ne peux pas t'en dire plus. Moi, c'est seulement les retours qu'on me fait. Voilà. Ouais, c'est tout ça.
C'est bon? Tiens, je te laisse. Sur la partie environnement, il y avait 2 points. Le premier, c'était de rappeler la remise en place cette année de la Grénothèque, donc qui a commencé ce samedi 19 février et qui se poursuit le 5 mars, 19 mars et 2 avril. Donc, qui s'est tenu ce samedi au niveau du parking de la mairie. Et on voudrait le faire plutôt au niveau du centre à partir du 5 mars. Voilà. On a beaucoup de demandes déjà le Romain qui souhaiteraient qu'on l'installe au niveau du centre commercial. Donc on va voir si c'est faisable, mais pourquoi pas. Voilà. Et le deuxième point, je voulais vous lire une communication qu'on a reçue fin de semaine dernière de la part de la centrale nucléaire de Bugey. C'est une communication qui remonte à ce vendredi, en milieu d'après-midi. Donc l'équipe de la centrale a constaté une fuite sur un circuit chargé d'alimenter en eau les unités de production. Donc, on parle d'un rejet d'eau contenant de l'ammoniac. Il s'agit d'eau non radioactive qui fait l'objet d'un traitement chimique à base d'ammoniac et qui, suite à l'inétanchéité du circuit, s'écoule dans le système d'évacuation des eaux vers le Rhône. Les équipes donc, sont actuellement mobilisées pour réparer la zone de tuyauterie concernée et stopper les coulements. Les prélèvements ont été effectués le jour même. Il montre que les concentrations d'ammoniac dans l'eau rejetée sont bien inférieures au seuil. Par ces seuils, donc, les relevés qui ont été faits vendredi, on parle de 0,39 mg par litre. Le seuil de toxicité pour l'homme est de 350 et de 100 mg par litre pour la partie environnement. Donc aujourd'hui, il continue de faire une surveillance spécifique sur ces prélèvements dans le fleuve et mise en place pour s'assurer de l'innocuité du rejet via un prélèvement immédiat dans le canal et des prélèvements dans le Rhône pour analyser la teneur en ammoniac. Pour le moment, à date, il ne présente aucun risque pour la sûreté des installations, la sécurité des personnes et bien sûr l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, et les pouvoirs publics sont informés et veillent aux besoins, si je puis dire. Pour ce jour, si vous entendez parler de ça, c'est important de le rappeler. Voilà. Un petit point rapide sur l'urbain. Donc on a commencé la dématérialisation de tous les permis, déclarations préalables le 1er janvier avec la communauté de communes, et un peu comme prévu et prévisible. Donc ça ne fonctionne pas très bien. C'est-à-dire qu'on peut quand même déposer les permis directement sur Internet, sauf que bon, après les liens ne se font pas pour les consultations, que ce soit pour l'électricité, l'eau, l'assainissement. Ça va créer quelques petits problèmes qu'on essaye de régler au fur et à mesure. Donc il est encore préférable malgré tout de les déposer en papier directement à la mairie, même si on a la possibilité toujours de le faire par Internet. Donc pour nous c'est facultatif, hein, moins de 3500 habitants. Voilà. Oui, mais après c'est l'euro, donc ils ont la possibilité de le faire. Après c'est dans l'air du temps. Au début on essuie quand même les plaques. Donc bon, voilà. On peut attendre quelques mois pour que ça se mette en place. Le temps de régler tous ces dysfonctionnements. Voilà, c'est tout. C'est une question. Alors je vais juste terminer par un petit point de travaux, peut-être pour les personnes qui habitent Vavre-Baran. Vous avez peut-être vu des petits marquages au sol, des choses comme ça. C'est une pré-étude. Je vous rappelle juste le contexte. En conciliation judiciaire, on doit créer une dizaine de places de parking. Et donc, on allait sur site pour les matérialiser, pour éventuellement les matérialiser. Vous serez conviés, route de Baran et Vavre. Alors, on ne sait pas encore comment on va faire. Est-ce qu'on vous convie en mairie ou est-ce qu'on va sur place à réfléchir pour qu'on puisse valider. Alors, on va faire des propositions avec un certain nombre de plans, des hypothèses, pour qu'on puisse valider ensuite avec vous une mise en place. On a reçu nos bornages un peu expérimentaux, nos bornes expérimentales. Et après, on verra en fonction de
des retours que vous allez nous faire, comment on matérialisera définitivement ce carrefour, on va dire ça comme ça. Et on va faire de même, j'insiste, dans la prochaine commission de travaux, ce sera en mois de mars, sur la rue du Stade aussi. Voilà, mais on va commencer par Varan et ensuite on passera par la rue du Stade. Voilà, si jamais les personnes voient ces petits points orange, c'est uniquement par rapport à ces pré-préétudes. Voilà. S'il n'y a pas d'autres remarques, pas d'autres questions, on va lever la séance et puis on va juste rappeler que le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 22 mars, dans un mois pile poil. Et voilà. Bonne soirée à tous.